Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat pour les élections législatives. Ce soir, nous accueillons autour de cette table les 17 candidats qui souhaitent devenir députés pour la deuxième circonscription des Yvelines. Circonscription où environ 85 000 électeurs seront appelés à voter lors du premier tour le 11 juin prochain et qui comprend les cantons de Chevreuse, Vélizy, Versailles-Sud et Viroflay. Pour des raisons pratiques, nous accueillerons les candidats en 3 séquences. Et pour ce premier débat, nous sommes en plateau avec Pascal Thévenot, député sortant LR-UDI, Marc Soriano, candidat de la France Insoumise, Yasmine Benzelmat pour le Front National, Jean-Noël Barrot, candidat MoDem investi par la République En Marche, Tanguy Ruellan, candidat écologiste soutenu par le PS, les Verts et le Parti communiste, et enfin Pascal Poirot, candidat d'hiver droite soutenu par le Parti chrétien démocrate. Bonsoir à vous 6. Bonsoir. Alors, je précise évidemment que vos temps de parole seront chronométrés. Vous pourrez donc échanger entre vous si vous le souhaitez, mais nous veillerons aussi à l'égalité des temps de parole. On débute ce débat par un tour de table avec une première question plutôt simple. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance ou vous refaire confiance le 11 juin prochain? On commence avec vous, Pascal Thévenot, député sortant. Pourquoi doivent-ils vous refaire confiance? Bah oui, comme vous le dites, j'ai eu la chance qu'ils m'aient fait confiance il y a 1 an. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était important d'avoir un chef d'entreprise trop peu nombreux dans l'Assemblée nationale, puisqu'on est moins de 10 industriels en fait à l'Assemblée nationale, et à la fois qui connaissent aussi son terrain, puisque en tant que maire, j'ai en direct toute la misère qu'on peut avoir, les accidents de la vie. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir profité de cette circonscription, puisque j'y vis depuis 50 ans, entre Vélizy et la vallée de Chevreuse. Et si tous les maires, ou quasiment tous les maires me font confiance, c'est pas un hasard. Marc Soriano, pour vous c'est une première cette élection. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Ils doivent me faire confiance parce que nous sommes dans une situation politique actuellement. Les étiquettes sont venues les unes pour les autres. On ne sait plus trop. Vous avez un leader politique comme François Baroin qui se dit de l'opposition avec un Premier ministre de son parti. Enfin, on ne comprend plus ce qui se passe. On ne sait plus qui est macrono-compatible ou pas. Et en ce qui me concerne, et ce qui nous concerne à la France Insoumise, nous sommes sur une ligne claire. Nous ne trompons pas les électeurs, il n'y a pas de carabistouille, nous sommes à un endroit précis de l'échiquier politique avec un projet précis. Et je suis là tout simplement pour porter cette voix, parce que dans cette confusion, ce qui va gagner à la fin, c'est l'extrême finance. Voilà. Yasmine Benzelmat pour le Front National, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance le 11 juin? Je suis une candidate ancrée sur le territoire et ancrée dans la réalité également, puisque en parallèle de mon mandat de conseillère régionale d'Île-de-France, je travaille dans le privé et je suis mère de 3 enfants. Et je peux vous le dire, d'être mère de 3 enfants, on est toujours ramené à la réalité, même si on pourrait s'échapper de temps en temps. Donc voilà, et au Front National aussi, nous sommes clairs sur notre ligne politique. Il n'y a pas de magouille ou de retournement de veste en fonction de là où le vent tourne. Et voilà, donc je serai fidèle à mes engagements. Jean-Noël Barrot, vous êtes candidat investi par la République En Marche. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Voter pour la République En Marche, c'est faire le choix du rassemblement au-delà des clivages partisans pour apporter des solutions concrètes aux problèmes des Français. C'est aussi faire le choix du renouveau de la vie politique en France, avec la fin du cumul des mandats, la fin de la réserve parlementaire, la réduction du nombre de parlementaires, l'évaluation des politiques publiques. Et cette évaluation, j'y suis particulièrement sensible, puisque c'est le métier auquel j'ai été formé et que j'ai exercé sur le campus d'HEC à Joué-en-Josas, où j'ai passé presque 10 ans et où je retourne l'année prochaine. Enfin, voter pour la République En Marche, c'est donner une majorité claire au président de la République pour lui donner une chance de réussir. Tanguy Ruellan, on poursuit avec vous. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis ancré dans le territoire. J'habite Versailles-Sud. J'ai fait mes études juste en face, à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Je suis devenu avocat au barreau de Versailles, donc je connais très bien la circonscription. Alors j'ai 34 ans, mais j'ai toujours vécu dans les Yvelines. Les problématiques de transport, notamment les problématiques de terres agricoles qui disparaissent, c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est une raison de transparence. C'est-à-dire que les électeurs le verront dans ma profession de foi. Je me suis engagé à ce que ma remplaçante soit aussi mon assistante parlementaire, si je suis élu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu trop d'abus. On a vu que la plupart des députés faisaient n'importe quoi avec leurs assistants parlementaires, que parfois ils ne travaillaient pas. Je cite personne, je laisse la justice faire son travail, mais en tout cas, les électeurs doivent savoir que ma remplaçante sera également mon assistante parlementaire. Et enfin, j'aimerais également rappeler aux électeurs que
durant la dernière mandature, les députés qui ont le plus travaillé, qui ont fait le plus de propositions de loi, qui ont fait le plus d'amendements, qui se sont le plus investis en commission, ce sont les écologistes. On voit que le taux d'absentéistes des écologistes à l'Assemblée est très faible. Et c'est également la raison pour laquelle je sollicite la confiance des électeurs. Et on termine ce premier tour de table avec Pascal Poiron. Dites-nous, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Eh bien parce qu'un député, on doit le choisir d'abord pour sa personnalité, ses compétences, son engagement, sa capacité à travailler avec tous, y compris ceux qui ne pensent pas comme lui ou elle, et pas suivant son étiquette partisane, surtout des partis qui, peut-être dans 6 mois, n'existeront plus sous la forme où ils sont aujourd'hui. Il faut le choisir aussi parce que je n'abandonnerai jamais mes convictions contre une future investiture. Je garderai ma liberté de vote. Je ne serai pas un bouton de panurge, si vous voulez, lors des votes. Ensuite, je me battrai aussi pour lutter contre le tout économique que les partis principaux actuellement propulsent en avant. La culture fait l'unité d'un pays et elle ne s'achète pas, tout comme la personne humaine. Et puis enfin, parce que ça fait 27 ans que j'habite sur cette circonscription, que j'y vis, que j'y prends mes loisirs, que j'y travaille, et qu'effectivement, il faut être très ancré localement pour bien comprendre comment tout cela se passe. Merci pour vos réponses. On poursuit avec une première thématique, l'emploi. Les derniers chiffres du chômage sont tombés il y a quelques jours. Le nombre de chômeurs a reculé de 1% en avril. C'est évidemment encore insuffisant puisque 3,5 millions de personnes sont toujours sans emploi en France. Jean-Noël Barrot, on commence avec vous, candidat investi par La République En Marche. Vous proposez d'appuyer un développement économique fondé sur la complémentarité des grandes entreprises et le tissu de TPE-PME. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette proposition ? Oui, vous avez raison. Un jeune sur 4 au chômage, c'est un scandale, il faut y mettre fin. Ce que nous ferons, c'est que nous stimulerons les créations d'emplois en libérant les créations d'emplois auprès des entreprises par la baisse des charges qu'elles payent, par le rétablissement de l'exonération des charges des heures supplémentaires et par plus de flexibilité et d'agilité dans leur capacité à recruter. En même temps, nous revaloriserons le travail en réduisant les cotisations payées par les salariés et la prime à l'activité. Et enfin, pour celles et ceux qui subissent le chômage précisément, nous étendrons la couverture du chômage aux indépendants, aux artisans. Et puis, nous formerons 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi pour leur permettre de retrouver l'emploi. Yasmine Benzelmat, si vous êtes élu FN, quel type de loi vous proposerez ou soutiendrez à l'Assemblée nationale pour relancer la machine emploi ou en tout cas la soutenir ? Je pense que le tissu d'emploi se crée essentiellement par les TPE-PME qui sont actuellement confrontés à 2 difficultés. D'une part, même plusieurs difficultés. D'une part, recruter les bonnes compétences et surtout du fait de problèmes de trésorerie. Ce n'est pas leur carnet de commandes qui manque, mais c'est qu'ils n'ont pas la trésorerie suffisante pour pouvoir embaucher les compétences dont ils ont besoin. D'autre part, la difficulté des lois existantes actuellement qui font que pour les TPE-PME qui n'ont pas de service juridique, il est presque impossible de comprendre exactement toutes les subtilités des lois du Code du travail et le simplifier parce que vraiment, on voit qu'au fur et à mesure des années, il s'est alourdi et sans pour autant se clarifier. Donc favoriser du pragmatisme, de la flexibilité pour les TPE-PME et comme ça créer de l'emploi en France. Marc Soriano, on va poursuivre avec vous. Vous reprenez le programme de la France Insoumise au présidentiel. L'un des points mis en avant par Jean-Luc Mélenchon et par vous aussi, forcément, c'est mobiliser l'argent pour financer les petites et moyennes entreprises et la création d'emplois. Comment vous comptez faire ça si vous êtes élu député ? Là, déjà, je constate que nos 2 précédents interlocuteurs sont tout à fait d'accord, en gros, sur ils sont tout à fait sur la même ligne, c'est-à-dire les vieilles recettes. Sur la même ligne, La République En Marche et le Front National. Oui, absolument. Ce sont les mêmes vieilles recettes. J'ai entendu parler de flexibilité, j'ai entendu parler de code du travail trop lourd. Non, mais attendez, c'est exactement la même doxa libérale, les mêmes refrains qu'on entend depuis déjà des décennies et qui ne marchent pas. La baisse des charges, ça ne marche pas. Il y a plein de solutions qui sont proposées sur la flexibilité du marché de l'emploi. Depuis combien de temps on essaye ça ? Depuis combien de temps ? Non, mais ça veut dire que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le travail. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre la question. Pour faire ça, il faut déjà instaurer une protection solidaire, un protectionnisme solidaire. Il faut investir sur des marchés créateurs d'emplois, c'est-à-dire la transition énergétique, l'agriculture paysanne, l'économie de la mer, dans la fonction publique. Enfin, exactement le contraire de ce qu'on nous propose là. Et je ne pense pas du tout que ces solutions techniques
sur le marché du travail, parce qu'on sait très bien ce qui s'annonce. Ce qui s'annonce, c'est quoi? C'est une réforme de l'assurance chômage où on va expliquer aux chômeurs qu'au bout du 2e emploi, ils devront rentrer à la maison. C'est ça qu'on appelle la flexibilité. Et c'est avec ça qu'on pense, alors que plus on a de protection, moins on a de chômage. Et évidemment, vous êtes libre à chaque fois de répondre, de prendre la parole. Je voudrais juste revenir sur... quand je parlais de flexibilité, c'est pas totalement la même flexibilité qu'En Marche. On n'est pas pour la loi de travail déjà, d'une part, et contre la future loi de travail qui s'annonce. Oui, la simplification du Code de travail, ça ne veut pas forcément dire de supprimer tout ce qui protège les salariés. C'est surtout favoriser l'embauche et favoriser le maintien dans l'emploi. On poursuit avec Pascal Poirot, votre vision à vous, vos propositions pour soutenir la relance économique. Ma vision, c'est d'abord qu'il y a 2 agriculteurs qui se suicident par semaine, des burn-out à répétition dans les entreprises. Donc, soit on se dit, on continue dans le tout économique, en bougeant quelques curseurs, mais on ne change pas la révolution intellectuelle, et à ce moment-là, ça n'avancera pas beaucoup. Ou bien vraiment, on se dit, il faut trouver les leviers pour lâcher cette pression du rendement des objectifs sur l'économie. Et on développe les circuits courts, que les collectivités locales de notre circonscription achètent tout ce qu'elles peuvent acheter localement, ce serait quand même pas mal, au niveau écologie aussi. Une agriculture raisonnée, comme disait Marc Soriano tout à l'heure. Un grand plan PME, PMI, y compris un volet gouvernance pour les aider à progresser et à s'internationaliser. Et puis, travailler beaucoup sur l'employabilité des gens, notamment dans les secteurs d'avenir. Et pas seulement les salariés, mais aussi les indépendants. Trouver des leviers, parce que finalement, le fait que l'économie bouge, ça, on n'y peut pas grand-chose, c'est le monde. Mais on peut trouver les moyens de s'y préparer pour que nous puissions nous y adapter. Et ça, aujourd'hui, ça fait 25 ou 30 ans que les différents partis qui se succèdent ne trouvent pas les leviers suffisants pour changer la logique. On va poursuivre avec Pascal Thévenot, puis Tanguy Ruellan. C'est vous qui êtes le plus en retard au niveau des temps de parole qui vont s'afficher progressivement pendant l'émission. Pascal Thévenot, candidat des Républicains et de l'UDI, vous soutenez un abaissement des charges des entreprises. Est-ce que c'est chiffré? Est-ce que c'est un abaissement massif que vous souhaitez pour les entreprises? Écoutez, on souhaite un abaissement des charges de 10 milliards, mais surtout, ce qui nous différencie par rapport aux autres, c'est que je pars du principe qu'on doit faire confiance aux gens, aussi bien aux salariés qu'aux chefs d'entreprise. Et ce n'est pas les petites recettes qui vont dire oui, je vais privilégier les PME par rapport aux grandes entreprises. On a un écosystème, on a besoin de tout le monde. Et simplement, il faut que le chef d'entreprise ait confiance dans son carnet de commandes, dans ses embauches. Et ça veut dire que, moi, si vous vous souvenez, il y a un an, j'étais le seul parmi les 9 candidats à soutenir la version originelle de la loi Macron sur le travail. Après, on sait ce qu'elle est devenue. Et aujourd'hui, en fait, je suis déçu que finalement, Emmanuel Macron ne repose pas la loi qu'il avait proposée initialement il y a un an, et parce qu'elle allait comme dans le bon sens. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on propose de revenir sur les entreprises et de la négociation sur les entreprises, mais avec un salarié validé par un syndicat, vous imaginez un artisan, une PME qui va accepter, ça ne se fera pas. Il faut donner confiance. Après, vous imaginez, on avait une recette qui était au niveau des prud'hommes, on mettait un plafond. Pourquoi pas? Maintenant, aujourd'hui, suite à ces discussions qu'il a eues avec quelques centrales syndicales, il y a le plafond, mais aussi le plancher. Ça veut dire que vous êtes sûr de savoir ce que vous allez perdre. Et puis, je pense qu'il faut un vrai dialogue. Et pour avoir un vrai dialogue, il y avait une raison après-guerre que les syndicats historiques soient privilégiés au premier tour. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Il faut faire confiance aux salariés. Si on veut avoir des salariés qui s'intéressent à leur entreprise et qui la défendent et qui fassent tout pour qu'il y ait de la croissance, il faut que dès le premier tour, tout salarié puisse se présenter. Vous voulez plus de syndicats? Marc Soriano, vous disiez, excusez-moi. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Non, mais je veux donner la parole à tous les syndicats et plus syndicats protégés pour que ce soit des syndicats qui ne dirigent pas l'entreprise par rapport au niveau national, mais avec des vrais critères. Tanguy Ruellan aussi, je crois, veut la parole, veut parler sur, j'imagine pour vous, la relance de l'emploi, ça passe par une économie plus verte? Exactement. Alors, j'aimerais revenir sur la réforme du Code du travail parce qu'on nous dit qu'on va simplifier le Code du travail. Or, l'application des lois votées sous la précédente mandature et notamment initiée par Emmanuel Macron a fait que les saisines du Conseil du prud'homme ont drastiquement diminué. Et en gros, aujourd'hui, la réforme qu'on nous vend, c'est une réforme de la complexité.
Badinter avait proposé des principes qui sont très intéressants. On peut le simplifier, le Code du travail, et le simplifier, ça bénéficie aux salariés. Aujourd'hui, on nous vend de la complexité supplémentaire parce que la complexité, c'est favorable aux grosses boîtes, si je schématise. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui m'est cher, c'est la régulation de la finance, et notamment le mécanisme de ce qu'on appelle le LBO. Alors, le LBO, c'est quoi? C'est quand une entreprise, un fonds, rachète une autre entreprise par l'endettement. En gros, elle finance les parts sociales ou les actions par l'endettement. Quelle est la conséquence? C'est que ce fonds, pour pouvoir rembourser le crédit, est obligé de faire dégager d'énormes marges aux entreprises en question. Bon. Et en général, toutes les stratégies industrielles à long terme finissent par dépérir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la société se retrouve en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Et moi, je propose quelque chose de tout simple. Si je suis élu député, je proposerai un droit de préemption aux salariés qui se mettent en scope pour pouvoir acquérir la société en question. Voilà. Et enfin, j'aimerais revenir sur l'agriculture biologique, qui est aujourd'hui un formidable levier d'emploi, qui est à la fois bon pour la santé publique. Je pense qu'il faut tout simplement défiscaliser toute l'agriculture biologique parce que, à long terme, c'est à la fois des emplois et du bien-être pour nos concitoyens. Pascal Poirot, vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être Je voudrais rajouter dit. 2 choses. D'abord, il y a 2 sujets dont on n'a pas parlé. Il y a un chômage qui est très haut et un chômage de longue durée qui est très haut. Et il y a des initiatives très intéressantes par des associations de création d'entreprises à but d'emploi. C'est-à-dire, je prends de force, pas de force en tout cas, avec une certaine volonté des chômeurs de longue durée, et je leur donne un emploi dans des secteurs non marchands, ou en tout cas où la stricte règle marchande ne suffit pas, notamment beaucoup de services d'aide à la personne. Et donc, ces initiatives, il faut les pousser pour vraiment attaquer le chômage à la racine. Et deuxièmement, on ne parle pas de l'économie collaborative et des nouvelles technologies. Je veux dire, aujourd'hui, Airbnb, avec 6 000 salariés, et Accor, avec 190 000 salariés, vendent le même nombre de nuitées. C'est quand même une révolution sur laquelle les grands partis sont muets. Pascal Poirot, Jean-Noël Barrot, vous êtes plus ou moins attaqué par certains candidats, en bien ou en mal, ou ça va pas assez loin, ou ça va trop loin sur la réforme du Code du travail. Qu'est-ce que vous dites pour la défendre, puisque j'imagine que vous la soutenez? Non, mais pour rebondir sur ce que disait Pascal Thévenot, effectivement... Qui estimait que ça allait pas assez loin. Ou en tout cas que le projet, qu'il avait peut-être soutenu le projet au moment où il avait été élaboré. Je crois que c'est ce qui a un petit peu lancé le mouvement d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'en privé, un certain nombre de députés tout autour de l'hémicycle donnaient un aval à ces propositions, mais que dès lors qu'ils se retrouvaient dans l'hémicycle, ils reprenaient une posture politicienne qui les empêchait de pouvoir voter pour des propositions qui leur paraissaient pourtant de bon sens. Tanguy Ruelland, vous souhaitiez réagir, puis Pascal Thévenot ensuite. Moi, j'aimerais juste qu'on m'explique comment, avec des accords d'entreprise, vous allez pouvoir déroger à la durée légale du temps de travail, sachant qu'un accord, c'est comme un contrat, et que la loi est supérieure dans la hiérarchie des normes. Donc, il faudra que vous m'expliquiez comment vous allez faire pour garder la durée légale du temps de travail à 35 heures, telle qu'elle est gravée dans la loi, et donner supériorité aux accords d'entreprise. Il faudra que vous m'expliquiez. Jean-Noël Barrot, vous pouvez répondre, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole, puis ce sera au tour de Pascal Thévenot. Vous êtes un peu en retard au niveau du temps de parole, peut-être répondre à Tanguy Ruelland. L'idée de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est simplement de remettre de l'agilité dans la capacité des entreprises à recruter, et tout en faisant attention à ce que les salariés aient des droits renforcés et des protections renforcées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pourront bénéficier du chômage s'ils démissionnent, et ça veut dire qu'ils pourront avoir accès à des formations renforcées tout au long de la vie. Est-ce que vous avez évalué les conséquences de cet assouplissement? Les conséquences de cet assouplissement, il faudra les évaluer, et ça fait partie du programme. Parce qu'il y en a qui sont très clairs, vous savez, entre deux entreprises qui sont dans la même rue, quand vous avez quelqu'un qui passe aux 39 heures, quand le concurrent passe à 39 heures et que l'autre est encore à 35, qu'est-ce que va dire le patron à son banquier? Qui sera au courant que l'autre est à 39 heures. Donc si vous voulez avoir des facilités de trésorerie, monsieur, il va falloir que vous mettiez vos employés aux 39 heures. Donc vous voyez bien que quand on commence à enlever les protections... Nous protégerons les salariés, et les salariés d'une entreprise avec un entrepreneur ou un patron qui ne joue pas le jeu ou qui n'est pas de bonne foi, ils auront, dans le cas d'espèces que vous citez, ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, mais ils auront la possibilité d'aller chez le concurrent s'ils y sont maltraités. Pascal Thévenot, est-ce que vous Oui, deux souhaitiez... réponses déjà par rapport à ça. Vous avez raison avec votre question, mais la difficulté et l'incohérence d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut donner la liberté de négociation au sein de l'entreprise sur le temps de travail, mais il ne revient pas sur les 35 heures. Donc ce qui veut dire que de toute façon, il n'y a pas de négociation de travail. C'est toute l'incohérence qui est entre nous deux. Et après, quand je parlais d'une campagne où j'avais soutenu la loi initiale d'Emmanuel Macron qui ne reprend pas aujourd'hui pour moitié, eh bien, détrompez-vous, si vous aviez suivi les débats, ma première question d'actualité, c'était pour soutenir justement cette loi, et j'avais été soutenu. Et du coup,
et c'est peut-être la Je parlais pas de méconnaissance vous, du terrain. Je parlais des autres. Mais en général, tous ceux qui avaient voté contre, ils ont continué. Mais aujourd'hui, je pense que si on veut avoir un pays qui avance et pas perdre 50 plus, il faut qu'on puisse arriver peut-être sur une grande coalition, mais avec des gens qui s'investissent sur un projet et pas simplement sur du marketing ou sur un homme. Et à partir du moment où on s'engage sur un projet, chacun assumera à partir du moment où il est authentique avec ce qu'il pense. Alors, la position, pour terminer sur cette thématique du Front National, puis on regardera les chronomètres précisément de chacun. Oui, alors d'abord, je voulais revenir sur l'annonce de formation. C'est bien la formation, mais il faut qu'elle soit adaptée aux débouchés qu'il y a dans le marché du travail. Parce qu'on s'aperçoit, même en tant que conseillère régionale, que beaucoup de formations professionnelles proposées ne débouchent sur rien. Donc, c'est bien d'avoir de la formation, mais il faut être encore une fois pragmatique et être à l'écoute des patrons, des employeurs, justement, et des débouchés sur le marché. Après, pour ce qui est des négociations, nous, on serait favorable, puisque les syndicats ont perdu un peu leur représentativité, ils n'atterrent plus tellement, c'est de remettre des négociations par branche d'activité qui sont complémentaires et du coup qui reprennent tous les emplois d'un même secteur d'activité et qui permettraient beaucoup plus de complémentarité. Voilà. Je peux dire une chose? Oui, allez-y, en plus vous avez un peu de retard sur le temps de parole, donc vous pouvez en profiter. Je veux dire que quand même, M. Macron, certes, a dit qu'il ne toucherait pas aux 35 heures, mais c'est une posture. Il ne faut pas se tromper. Il dit ça pour ne pas éveiller, pour pas recevoir des flèches, mais il va tout faire sur le terrain pour que les 35 heures soient complètement vidées de leur substance. C'est ça qui va se passer. Il faut arrêter de tromper les gens. Peut-être une réponse de Jean-Noël Barrot, puis Tanguy Rouélan. Dans la réalité, on va négocier par entreprise. Et On vous accuse de il y aura vouloir plus de 35 heures. sacrifier les 35 heures de façon un peu cachée, si je comprends bien. Non, mais c'est évident. Enfin, je veux dire, s'il y a un affichage politique, on ne touche pas aux 35 heures, mais rue par rue, le temps de travail va changer. C'est ça qui va se passer. Le projet était clair, il a reçu un mandat de la majorité des Français, même si un certain nombre de Français ne se sont pas exprimés en faveur de ni l'un ni l'autre des candidats à au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce programme-là sera soutenu par la majorité présidentielle. Si la majorité présidentielle. C'est bien pour ça qu'on est là. Tanguy Rouélan. Moi, j'aimerais répondre sur cette histoire de 35 heures, parce que je trouve qu'on se moque un peu du monde. Personne n'empêche une entreprise de faire en sorte que ses salariés travaillent plus de 35 heures. La question qui se pose, c'est qu'à partir du moment où ils travaillent plus de 35 heures, les heures supplémentaires sont majorées. Alors quand on dit qu'on défend le pouvoir d'achat, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que voilà, je crois que la limite, c'est la limite imposée par le droit européen, et c'est 48 heures. Voilà. Sauf qu'effectivement, à partir de la 36e heure, les heures supplémentaires sont majorées. Ce qui, à mon sens, va dans le sens du pouvoir d'achat que vous défendez ardemment. Oui, et nous allons rétablir l'exonération des heures supplémentaires. Très efficace pour les finances publiques. Il y aura d'autres manières, il y a des manières plus intelligentes Yasmine Benzelmat qui est un peu en retard. Il y a des manières plus intelligentes d'assainir les dépenses publiques. Ça a été un désastre. Ça a coûté Alors, on va d'abord regarder vos temps de parole pour voir où est-ce que vous en êtes précisément. Ça va s'afficher dans quelques instants. Je crois qu'il y a quand même pas mal d'écart entre les candidats. Vous le voyez. Jean-Noël Barrot, un petit peu de retard, Marc Soriano aussi, Yasmine Benzelmat aussi. Du coup, parole à vous, au Front National, vous souhaitiez d'ailleurs réagir. Je voulais juste dire que nous sommes pour le maintien des 35 heures. Après, effectivement, la possibilité d'avoir des heures supplémentaires payées, bien sûr, hein, et défiscalisées, parce que c'est vrai que c'était une bonne mesure pour tous ceux qui font des heures supplémentaires et qui n'ont pas forcément le choix. Marc Soriano, souhaitiez-vous ajouter quelque chose, puisque vous êtes en retard aussi sur le temps de parole, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple? Quelle est votre position là-dessus? La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est une très bonne chose pour les gens qui ont des moyens réduits. C'est toujours ça de gagner. C'était une mesure que j'ai trouvée, moi, personnellement, tout à fait honnête, mais enfin, évidemment, insuffisante. Moi, ce que je remarque, et je le redis, c'est que les recettes qui nous sont proposées vont toujours chercher dans les vieilles marmites. Sont toujours des histoires où on joue finalement plus ou moins à la marge, mais on ne s'occupe pas du cœur du problème, qui est le travail des gens. On parle d'emploi, mais on ne parle pas de travail, le vrai travail. Quand est-ce qu'on ouvre des secteurs qui donnent du travail, et pas des gens qui pédalent dans les rues de Paris pour livrer des sandwichs en auto-entreprise? Parce que c'est ça qui est en train de se passer. L'ubérisation de la société, c'est un vrai scandale. Moi, personnellement, je trouve, ou en tout cas, il faut la maîtriser. Il faut que les plateformes sont contrôlées. On autorise à ces sociétés de faire n'importe quoi. Vous disiez tout à l'heure, c'est vous qui parliez des bénéfices de ces sociétés, de ces plateformes. Mais enfin, il faut savoir qu'elles ne payent pas leurs impôts en France.
certes, je le sais, ceux qui en bénéficient sont bien contents d'avoir un revenu grâce à ce genre de service. Mais enfin, ça a une limite. Au bout d'un moment, le marché est engorgé. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens travaillent 70 heures par semaine sans aucune protection sociale. Et il est là le problème. C'est que Uber n'est pas la solution. Vous êtes beaucoup maintenant en avance, vous avez largement récupéré votre retard. C'est toujours la difficulté de l'exercice, je suis désolé aussi. Pascal Porot, vous peut-être souhaitiez réagir à ça. Je ne dis pas du tout qu'il faut pousser ce genre de solution. Simplement, je veux dire, l'économie numérique et collaborative donne des enjeux pour le futur en termes de protection sociale, justement. Il faut absolument la maîtriser. C'était ça mon propos. Et moi, en tant que chef d'entreprise, là, parce que moi je suis à la fois chef d'entreprise, à la fois je connais très bien les collectivités locales, puisque ça a été mes clients depuis 30 ans. Sur les 35 heures, il faut faire attention, parce que si on les faisait sauter d'un seul coup, les coûts monteraient de 10%. Enfin, ce que je veux dire, les salariés ne se feraient pas payer 39 heures, payer 35. Voilà, donc il faut être prudent. Alors, on va passer désormais... Si je peux me permettre, juste sur la allez-y, défiscalisation mais des heures rapidement, parce que supplémentaires. vous avez fait partie des plus bavards. Quand on est le tenant de l'efficacité budgétaire, des économies budgétaires, il faut savoir que la défiscalisation des heures supplémentaires, ça a coûté une fortune, et on l'a bien vu sous la mandature de Nicolas Sarkozy, puisque 25% de la dette française aujourd'hui a été créée pendant les 5 ans de Nicolas Sarkozy. Voilà. Oui, C'est pas comme ça qu'on fait de l'évaluation de politique publique. Mais... On Merci de me donner peut le son. aussi compenser cet effort par le fait d'inciter les entreprises à payer leurs impôts en France, qui permettra une refiscalisation. Et c'est pour ça que je dis que les entreprises, c'est surtout les TPE-PME qui créent de l'emploi en France, comparé aux grandes entreprises qui souvent délocalisent parce qu'un coût de travail plus bas à l'étranger. Il faut retrouver cette incitation pour maintenir et pour faire payer les grands groupes en France également. Augmenter les salaires. Pascal Thévenot. Mais là, je pense qu'on mélange à peu près tous les problèmes, parce que je pense que cette thématique emploi, on va quand même le rappeler, c'est la priorité généralement. C'est la priorité, des puis là, c'est Français, ou peut-être l'une mon des côté priorités, en tout cas. salarié plus chef d'entreprise qui va faire remettre un peu le débat dans l'ordre, mais justement, si vous voulez que le coût du travail baisse, il faut sûrement baisser les charges et faire en sorte que le salarié puisse retrouver du pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'aussi la solution d'augmenter la CSG, c'est peut-être pas obétant la bonne chose, mais parce que le matraquage fiscal, on en parlera peut-être, il faut arrêter. Et ça veut dire qu'il faut faire confiance, parce que quand une négociation dans mon entreprise se fait, j'ai pas la majorité des salariés qui va accepter une mesure qui n'ira pas dans le sens de l'entreprise et dans la leur. Donc avant tout, quand vous négociez dans une entreprise, et encore plus dans les TPE ou les PME, les salariés n'ont qu'une envie, c'est de voir leur entreprise être en croissance et avoir leur salaire en croissance. Il n'y a personne qui va accepter de travailler 48 heures on va pour voir être payé 30. les temps de parole qui vont s'afficher bientôt, puis on va devoir passer à votre carte blanche tout de suite. Donc on attend un peu les temps de parole qui vont s'afficher. En tout cas, la carte blanche vous permet à chacun d'entre vous, on voit les temps de parole justement qui s'affichent. Vous êtes à peu près tous à égalité. Jean-Noël Barrot un peu de retard, Marc Soriano un peu d'avance. Ça va du coup un peu calibrer votre carte blanche à chacun. On va commencer avec vous, Jean-Noël Barrot, pour La République En Marche. La thématique que vous souhaitez mettre en avant, et du coup, vous avez un peu de temps pour la développer, un peu plus de temps. Oui, alors d'abord, ce à quoi nous croyons, c'est à la restauration de l'autorité de l'État. Quand il y a des lois qui sont écrites, et il y en a de nombreuses, elles doivent être appliquées. Et ça s'applique en matière de fiscalité, on l'a dit, sur la fiscalité des entreprises, pour certaines qui font de l'optimisation qui doivent être rattrapées. Ça s'applique aussi en matière de sécurité dans nos villes et nos quartiers. Quand des actes d'incivilité sont réalisés, il faut qu'ils puissent être sanctionnés rapidement, et quand les peines sont prononcées, elles doivent être exécutées. L'application stricte de la loi, quand elle est écrite, permettra de redonner confiance à nos concitoyens dans nos lois et dans nos institutions, et de faire avancer ces lois et d'en proposer d'autres en ayant la confiance des citoyens. Pascal, vous souhaitiez continuer? Excusez-moi. Oui. Non, je vous ai coupé. J'ai cru que c'était la fin de votre intervention. Allez-y. Vous pouvez y aller, je vous en prie. Non, allez-y. Non, mais je reviendrai. Non, c'est bon. Pascal Porot, excusez-moi pour votre carte blanche. Si vous avez un point à mettre en avant. Moi, j'ai un point à mettre en avant, c'est le suivant. On peut imaginer les réformes économiques les plus ambitieuses, les réformes politiques et institutionnelles les plus ambitieuses. Le prérequis, c'est que les Français soient unis. Ils sont actuellement extrêmement fragmentés. Et la priorité du débat présidentiel aurait dû être qu'est-ce qui fait que les Français vont de nouveau faire communauté, nation ensemble. Et donc pour ça, moi je préconise deux choses. D'abord, il faut réformer profondément l'école. Il faut restaurer l'autorité à l'école, les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Et surtout, imaginer un récit national dans lequel les
Français et Françaises de différentes origines se retrouvent dans un imaginaire commun pour faire union. Et deuxièmement, moi je souhaiterais qu'on réinvente le service national obligatoire pour tous. Alors, réinventer, ça ne veut pas dire faire exactement ce qu'il était il y a 20 ans, pas du tout. Il faut que ce soit pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, et que ce soit un service national civil, c'est-à-dire que chaque Française ou Français donne 8 à 10 mois de sa vie, donnés pour une cause humanitaire, pour un service utile à la nation, et qu'il partage avec des Français d'autres origines géographiques, d'autres origines sociales. Désolé de vous couper pour le temps de parole. On va passer à Pascal Thévenot, le député sortant, votre carte blanche, et puis on enchaînera avec les conclusions. Tout le monde ne pourra pas parler forcément sur la conclusion le même temps, là aussi. Pascal Thévenot. Voilà, par rapport au sujet qu'on a abordé, je pense qu'il y a un sujet qui n'a pas été abordé et qui est complètement oublié du président actuel, c'est la famille. Et la famille, ça veut dire bien sûr être en sécurité, mais ça veut aussi dire pouvoir éduquer ses enfants, pouvoir avoir une formation, mais aussi pouvoir retrouver du pouvoir d'achat. Et pour pouvoir retrouver du pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il faut arrêter de tout faire sur l'impôt, il faut avoir comme vision de la croissance. Et c'est pour ça que quand on regarde, je reviens dessus, l'augmentation de la CSG, ça veut dire que vous allez avoir les petites retraites qui vont être matraquées, ça veut dire que les petites économies vont être matraquées, ça veut dire que les fonctionnaires qui commencent à se rendre compte vont avoir la CSG qui va augmenter parce que ça ne vous a pas échappé qu'elle ne paye pas de charges pour le chômage. Et puis, il faut aussi la sécurisation, c'est notamment dans la circonscription, la plupart des familles veulent avoir accès à la propriété. Et ça veut dire qu'il faut arrêter aussi de matraquer le propriétaire. Quand j'entends Emmanuel Macron parler de rente patrimoniale, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas et qui choque beaucoup de mes concitoyens. Et pour aussi faire confiance aux municipalités et aux maires. Et quand on veut supprimer la taxe d'habitation, ça veut dire que les maires vont faire quoi? Ils vont augmenter la taxe foncière ou ils vont supprimer les services publics. Et la taxe foncière, c'est encore les propriétaires. On poursuit la carte blanche avec Yasmine Benzelmat, excusez-moi. Oui, mais moi en fait je suis là pour défendre la France et les Français, sur quoi? Sur 4 piliers principaux pour moi, c'est la famille, l'enseignement, l'identité et la sécurité. Voilà, donc la famille parce que c'est le socle fondateur de notre vie, c'est là qu'on commence notre vie et c'est là qu'on a l'éducation justement, c'est comme ça qu'on se construit. Et donc inciter les familles à se développer correctement, sereinement, dans un cadre de vie correct et sans avoir la sensation que on ne peut pas fonder de famille puisqu'on n'a pas les revenus nécessaires ou qu'on est trop matraqué fiscalement justement. Voilà, donc retrouver la famille comme socle principal. Ensuite, l'enseignement, puisque c'est ce qui permet à tous d'avoir le socle commun de savoir lire, compter et connaître son histoire. Parce que, quelle que soit notre origine, c'est l'école de la République qui permet de connaître l'histoire du pays dans lequel on vit et qui nous donne cet amour de ce pays. Et donc, ça enchaîne sur l'identité, puisque voilà, c'est savoir d'où on vient et pour être mieux unis et pouvoir vivre en paix avec les autres, et la sécurité. Rapidement, la sécurité. Oui. Tanguy Ruellan pour les Verts, pour le Parti communiste, pour le PS, votre carte blanche. Alors ce sera sur l'éducation parce que c'est un milieu que je connais bien puisque pendant toutes mes études j'ai travaillé dans différents établissements scolaires et donc aujourd'hui on voit que la France baisse dans le fameux classement PISA et on se dit qu'est-ce qui se passe, nos enfants sont pas bien, ils apprennent mal leurs leçons, etc. et tout le monde est affolé. Sauf que quand on regarde ce qui marche, c'est ce qui marche en Finlande. Et qu'est-ce qui marche en Finlande? C'est les solutions que les écologistes préconisent depuis des années. C'est introduire de l'éducation dans l'école. Ça veut dire qu'on accueille les enfants pendant plus longtemps, on leur laisse plus d'autonomie, ils peuvent faire des activités extrascolaires au sein de l'école. Et résultat des courses, quand on fait ça, comme par hasard, on caracole en tête du classement PISA. Donc moi j'en ai un peu marre d'entendre tout et son contraire sur l'éducation. Souvent on estime que les enfants, c'est de la faute des enfants. Les pauvres enfants aujourd'hui sont soumis à la précarité, au délitement de la famille. Ils font ce qu'ils peuvent et l'école ne joue pas son rôle parce qu'elle n'a pas les moyens de jouer son rôle. Marc Soriano pour la France Insoumise. Moi, je voudrais d'abord dire, parce que je n'ai pas précisé au début, que je connais très bien la circonscription, que je l'ai labourée dans tous les sens en tant que metteur en scène avec une compagnie théâtrale. Donc j'ai une vision un peu nomade de cette circonscription, que je la connais bien. Et moi, je voulais quand même revenir un peu au contexte, parce qu'avant de pouvoir développer nos idées, il faut que les Français nous fassent confiance. Et aujourd'hui, s'ils ne font pas confiance à la France Insoumise,
il va y avoir un troisième tour ou un quatrième tour, je ne sais plus où on en est, social, très violent. Donc j'insiste là-dessus parce que on est à un moment politique très particulier et que si une majorité que nous sommes, de gauche, la gauche politique, ne porte pas sa voix dans le pays, ça se passera ailleurs. Et je peux vous garantir qu'avec les réformes qui arrivent, ça va être très dur. C'est une première chose. Et je terminerai juste par ce qui nous importe beaucoup, qui est la règle verte. Nous sommes des humains avant tout. Nous sommes des humains en connexion avec la nature. Et ne pas oublier ça, l'humain plutôt que les chiffres. Il y en a marre des chiffres et des dogmes et des courbes. Alors des chiffres quand même, on a dépassé les 35 minutes d'émission, donc on a déjà dépassé le temps qui était prévu pour le débat. On va peut-être voir une dernière fois les temps de parole pour éventuellement rééquilibrer si besoin le temps de parole. Alors j'imagine que Jean-Noël Barrot, vous n'êtes pas à jour puisque vous avez parlé 2 minutes de moins que certains candidats. Vous aurez quand même le droit de conclure du coup très rapidement sur ce débat si vous souhaitez mettre un dernier point en avance, puisqu'on me confirme que vous avez un peu de retard quand même. Oui, écoutez, si je suis élu, j'aurai à cœur de soutenir des politiques qui préserveront les équilibres qui font la qualité de notre cadre de vie. Je soutiendrai les politiques qui appuieront le développement économique articulé entre les grands groupes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les PME et les artisans et les commerçants de nos centres-bourgs et de nos villes. Je soutiendrai les politiques qui investiront dans l'éducation et la culture pour que nos enfants aient les meilleures conditions d'enseignement et pour promouvoir la méritocratie. Je soutiendrai la transition écologique proposée par Emmanuel Macron et son gouvernement et sa majorité, je l'espère. Et puis aussi, je soutiendrai les politiques qui favoriseront la mobilité, les transports qui sont un sujet crucial pour notre circonscription, et les transports en commun en particulier, et les points noirs routiers qu'il conviendra de pouvoir résorber. Et enfin, je soutiendrai les politiques qui nous permettront de maintenir l'offre de soins, l'offre de services, et puis le déploiement du très haut débit et de la 4G pour réduire la fracture numérique entre les territoires et à nouveau préserver la qualité de notre cadre de vie. Merci à vous 6 d'être venus ce soir en plateau. Évidemment, si les temps de parole ne sont pas parfaitement équilibrés, nous essaierons jusqu'au premier tour de les rééquilibrer dans le reste de nos émissions et journaux. Merci à vous 6 d'être venus en plateau. On poursuit ce débat pour la deuxième circonscription des Yvelines dans quelques minutes avec 5 nouveaux candidats. Mais tout de suite, un sujet pour vous présenter les enjeux sur le territoire avec Mélanie Poquet. De retour dans les bureaux de vote un an plus tard, la deuxième circonscription des Yvelines a connu en mars 2016 une législative partielle suite à la démission de Valérie Pécresse, élue à la présidence de la région Île-de-France. Le 20 mars 2016, c'est Pascal Thévenot qui est élu député avec 72% des voix, mais avec seulement 26% de participation. L'élu Les Républicains remet son mandat en jeu avec l'étiquette de favori. La circonscription est traditionnellement ancrée à droite. 17 candidats se sont déclarés pour le premier tour du 11 juin prochain. Le principal adversaire du candidat, Les Républicains, pourrait être Jean-Noël Barrot. L'enseignant-chercheur de 34 ans est actuellement conseiller départemental de Haute-Loire. À la rentrée prochaine, il rejoindra le campus HEC de Jouy-en-Josas. Le candidat est investi pour cette législative par La République En Marche, parti d'Emmanuel Macron. Mais celui qui pourrait ravir des voix à Pascal Thévenot, c'est Pascal Poirot. Le candidat d'hiver droite est soutenu par le Parti chrétien-démocrate. Il se présente pour la première fois. Lors de la partielle de 2016, Benjamin Lacombe, soutenu lui aussi par le PCD, avait obtenu 9,56% des suffrages. Autre prétendant, le Front National représenté par Yasmine Benzelmat, actuelle conseillère régionale d'Île-de-France. Le parti espère réitérer le score de 2016 où il était arrivé 4e et avait obtenu 9,38% des voix. À noter que dans cette circonscription, le Parti socialiste a trouvé un accord avec Europe Écologie Les Verts et le Parti radical de gauche pour ne présenter qu'un seul candidat, et c'est l'avocat Tanguy Ruellan qui a été choisi. Un nouveau parti créé lors de la présidentielle, France Insoumise a aussi son candidat. L'écrivain, metteur en scène et acteur Marc Soriano est un fidèle de la première heure de Jean-Luc Mélenchon. 11 candidats sont aussi dans la course. Axel Brunet, candidat d'hiver gauche, Christophe Plissier pour le Parti animaliste, Jérémy Bizet, déjà candidat en 2016 pour France Écologie, Pascal Casimir Perrier, Gilles Ponte-Levoix, Françoise Florel, Céline Julier, Emmanuel Devin, Hélène Janissé, Jean-Guy Saïous et Sylvain Gargasson. Le 11 juin prochain, plus de 85 000 inscrits sont appelés à glisser leur bulletin dans l'urne.
On poursuit ce débat avec 5 nouveaux invités qui viennent tout juste de s'installer. On le rappelle, c'est du direct, vous êtes sûrement essoufflés. On poursuit ce débat avec Jérémy Bizet, candidat écologiste soutenu par France Écologie notamment, Pascal Casimir Perrier, étiqueté candidat d'hiver, Hélène Janissé, candidate d'extrême gauche investie par Lutte ouvrière, Sylvain Gargasson, étiqueté aussi candidat d'hiver, membre de l'Union populaire républicaine, et Françoise Florel, candidate de Debout la France. Bonsoir à tous. Pardon, c'est Forel. Forel, excusez-moi. C'est pas grave, vous êtes pardonné. On va vous donner la parole. J'ai donné là ce qui était indiqué par la préfecture. Vous connaissez la règle du jeu puisque vous avez sûrement regardé le premier débat. Libre à vous de répondre à vos opposants politiques. Les temps de parole seront en revanche chronométrés et on débute avec une première question simple qui permet de faire un premier tour de table. La même question pour tous les candidats. Pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous? On commence avec vous, Jérémy Bizet. Vous vous présentez pour la deuxième fois sur cette circonscription. Vous étiez déjà candidat lors de l'élection partielle l'an passé. Alors pourquoi doivent-ils vous faire confiance? Pourquoi? Parce que je pense que la circonscription et l'État a besoin d'un député de proximité, d'un député qui connaît son territoire. J'y suis né, je suis né à Chevreuse en 1989, je vis à Cernay-la-Ville depuis 1992. Je suis un député indépendant. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin de candidats qui dépassent le clivage droite-gauche traditionnel. Donc je souhaite pouvoir porter une voix écologiste indépendante qui prend en considération les besoins des citoyens qui vivent sur le territoire. Un candidat indépendant aussi du clivage, indépendant qui connaît son territoire, comme je l'ai dit, qui connaît les problèmes ruraux. Aujourd'hui, souvent, les élus sont essentiellement des zones urbaines. Et puis, un écologiste réaliste qui prend en considération les problématiques quotidiennes des gens et pas juste les problèmes idéologiques. On poursuit avec vous, Pascal Casimir Perrier. Vous aussi, c'est votre deuxième tentative sur cette circonscription. Vous étiez troisième même. Alors moi, j'ai noté que vous étiez déjà candidat en 2007. Vous l'étiez aussi auparavant. En 2002. En 2002, donc votre troisième tentative sur la circonscription. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Alors déjà, première remarque, vous m'avez dit que j'étais un divers. En fait, je suis un adhérent En Marche et je suis un candidat En Marche, mais je n'ai pas l'investiture officielle. Donc là, je vous fais un scoop. Vous voyez, j'ai déposé... je vous précise que les temps de parole est chronométré, donc d'accord, c'est votre choix. Ouais. Donc j'ai fait un scoop, j'ai mis le préfet des Yvelines au tribunal administratif en référé, parce que ça fait une semaine que je lui demande de modifier ma nuance politique en Marche. Donc maintenant, c'est le juge qui va prendre la décision. Donc dans 48 heures, on aura la décision et normalement, j'aurai ma nuance politique En Marche. Alors pourquoi je me présente? Tout simplement parce que je considère que le candidat investi par En Marche, en fait, c'est un candidat modem. Il arrive sur la circonscription, mais il a juste été étudiant à HEC. Donc ce qui se passe finalement, c'est qu'on n'a pas de vrai candidat En Marche. Donc moi, je suis 100% En Marche, 100% local. J'habite à Manille-la-Hameau depuis plus de 43 ans. Et donc je vais défendre la politique d'Emmanuel Macron. Et par contre, je serai un député incorruptible. Et donc, qu'est-ce que c'est un député incorruptible? C'est un député qui ne dit pas amen à tous les lobbies qui existent. Et puis, mon grand dada, je veux reprendre le flambeau de René Dosière. René Dosière, c'est lui qui a demandé le budget de l'Élysée et qu'il a obtenu et qu'il a fait modifier. Voilà, donc ma candidature. Et après, j'ai proposé quelques idées pour la candidature, et par exemple, la reconnaissance du vote blanc. Voilà, donc ça, je m'engage à obtenir la reconnaissance du vote blanc lors de la prochaine mandature. Hélène Janissé, pour Lutte ouvrière, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Bien, je me présente pour permettre aux électeurs qui ont voté pour Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle de pouvoir refaire ce geste, et à ceux qui ont apprécié les idées et le programme qu'elle a défendu, mais qui ont cédé au vote utile, de pouvoir voter pour ces idées, pour voter pour le camp des travailleurs. Alors bien sûr, ce n'est pas les élections qui vont changer le sort des travailleurs, ça se saurait sinon, mais parce qu'en fait, ça se résume à choisir celui ou ceux qui vont gérer les affaires de la bourgeoisie. Mais les élections, ça permet quand même aux travailleurs de faire entendre leur voix. Et en votant pour Lutte ouvrière ou pour ma candidature, ça leur permet de dire que c'est sur le terrain des luttes qu'ils pourront inverser le cours des choses. Donc le vote pour ma candidature, c'est un vote pour le camp des travailleurs, c'est un vote de conscience. Sylvain Gargasson, on poursuit ce premier tour de table pour l'UPR. Même question sur cette confiance des électeurs.
Eh bien écoutez, si je me présente aujourd'hui devant les électeurs, c'est principalement pour représenter l'UPR. L'UPR aujourd'hui n'a pas de député à l'Assemblée nationale et nous portons des questions très intéressantes, notamment sur l'Union européenne, notre appartenance à l'euro et notre appartenance à l'OTAN. Nous avons aussi beaucoup de questions sur des questions démocratiques, économiques, et nous voudrions pouvoir un peu apporter notre voix et notre expertise même dans certains de ces sujets qui aujourd'hui ne sont pas reconnus. Cette candidature, elle est aussi importante pour l'UPR, notamment au niveau des moyens financiers et aussi des moyens médiatiques. On aura pu remarquer que les Français viennent de découvrir François Asselineau à la télé. Ça fait quand même 10 ans que l'UPR existe et 10 ans que l'UPR est inexistant dans les médias. Et d'ailleurs, on peut voir que la chape de plomb est retombée aussitôt l'élection terminée. Nous aussi, nous avons un problème avec le ministère de l'Intérieur sur le nuancier, c'est que l'UPR n'y apparaît pas en tant que parti, alors que nous sommes le parti de France qui proposons le plus de candidats. Donc voilà, il est important que les gens votent pour nous, l'UPR, pour moi, mais pour les autres circonscriptions aussi, pour nous aider à porter nos idées et à lancer un débat national. Françoise Florel, vous terminez ce tour de table pour Debout la France. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance ? Eh bien, les électeurs peuvent me faire... Et d'abord, pourquoi j'ai rejoint Debout la France ? Parce que j'adhère complètement aux idées de Nicolas Dupont-Aignan. C'est quelqu'un qui est intègre, qui est humain. Et lorsque l'on parle d'intégrité, ça c'est quelque chose que j'aimerais que tous les députés puissent présenter, c'est-à-dire un casier judiciaire vierge. Voilà, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et montrer aux gens qu'un député peut être député tout en étant intègre et honnête. On passe, merci pour vos réponses et ce premier tour de table. On passe maintenant à notre première thématique, l'emploi. On connaît la situation française avec un léger mieux du chômage depuis quelques mois, mais un taux toujours plus élevé que les autres puissances économiques. Emmanuel Macron a fait de la réforme du Code du travail une priorité de son quinquennat. Hélène Janissé, vous êtes diamétralement opposée à une telle réforme. Vous souhaitez notamment, pour Lutte ouvrière, interdire les licenciements et imposer un salaire minimum de 1 800 € net par mois. Est-ce que c'est possible ? Alors, je vais commencer par dire qu'effectivement, le chômage, c'est un fléau. Pas une seule famille ouvrière n'est épargnée. Et c'est quand même 6 millions de chômeurs aujourd'hui. Donc, quand on nous dit que les chiffres du chômage ont diminué, c'est quand même 6 millions de chômeurs. Ce sont des familles qui sont jetées dans la misère, qui sont marginalisées. Et c'est aussi un développement de l'individualisme, parce que ça met les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Mais le fléau, enfin le chômage, c'est pas une fatalité, c'est une politique qui est menée par l'ensemble du patronat. Et ils se servent, du chômage comme une arme contre l'ensemble des travailleurs, parce qu'on nous explique que pour lutter contre le chômage, il faut que les entreprises retrouvent la compétitivité. Mais ce qu'ils appellent la compétitivité, c'est une guerre sociale qui est menée par l'ensemble du patronat contre les travailleurs. Et ils se servent justement du chômage des uns pour imposer à ceux qui ont gardé leur emploi de travailler encore plus, de baisser les salaires, d'imposer la précarité généralisée, de faire sauter les protections sociales. Donc le chômage, c'est un fléau, c'est une arme qu'utilisent les patrons. Et quand on nous dit justement que la compétitivité, c'est ce qui permettrait de faire baisser le chômage, on se rend compte que la compétitivité, en fait, ce sont les profits, ce sont des profits records. Mais le chômage, lui, alors d'un côté, il y a les grandes fortunes, les riches deviennent plus riches, les actionnaires remplissent leur coffre-fort, mais de l'autre côté, ces fortunes sont faites sur le dos des travailleurs. Alors justement, comme vous le disiez, nous, on met en avant des revendications pour sauver justement la peau des travailleurs. 1 800 € net par mois et interdire les licenciements. Voilà. Vous avez le temps de parole qui défile, du coup, ça va vous restreindre après pour... La première des mesures, en tout cas, c'est d'interdire les licenciements et de repartir le travail entre tous. Et la deuxième, quand on travaille, c'est pour avoir un salaire et c'est pour vivre dignement de ce salaire. Donc, c'est 1 800 € net par mois. Et on nous dit justement qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer ces 1 800 € net par mois. Eh bien, nous, on est pour l'ouverture des livres de comptes, la transparence des comptes et que les travailleurs et la population puissent mettre leur nez dans les comptes et on verrait qu'il y a de l'argent. On va continuer avec un autre
candidat, Sylvain Gargasson pour l'UPR. Vous avez sur votre site internet plusieurs points à développer pour l'économie et réduire le chômage, notamment, je cite, l'allègement des cotisations sociales patronales en lien avec l'augmentation du SMIC. Est-ce que c'est chiffré, par exemple, une telle proposition? Vous aussi, vous voulez aller à 1 800 € net par mois ou c'est différent? J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on veut en effet remonter le SMIC. Il me semble que c'est plutôt aux alentours des 1700. D'un côté, on veut augmenter le SMIC et pour pouvoir contrebalancer d'un point de vue financier, on veut réduire en effet les cotisations, mais surtout sur les PME et les TPE. En fait, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les grosses sociétés en France ne payent plus l'impôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vu que l'assiette diminue, on augmente sur les TPE, les PME, tous ces gens qui, au final, ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils n'ont pas une société de 3 personnes qui fait grève. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ça, c'est quand même un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que pendant les 30 Glorieuses, on a eu de plus en plus d'acquis sociaux, et ces acquis sociaux, il n'y avait aucun problème pour les financer. Et aujourd'hui, on est en train de tous nous les enlever en nous expliquant qu'on est trop cher. La question, c'est mais où est-ce qu'on a déraillé? Ou quand est-ce qu'il y a eu un problème? Pourquoi avant ça marchait et ça ne marche plus maintenant? J'invite les gens à se renseigner notamment sur Maastricht. Depuis 1992, il y a la possibilité pour les grandes entreprises de faire des délocalisations. Et l'État a l'interdiction d'interdire. C'est quand même exceptionnel. Dans les traités, on voit rarement ça, une interdiction d'interdire. Et du coup, toutes les grandes sociétés peuvent envoyer leur argent à l'étranger pour créer des entreprises, des usines par exemple. Et l'État a aussi l'interdiction d'interdire le rapatriement des biens créés à l'étranger. Donc si vous créez une usine, notamment on va prendre en Chine pour prendre un exemple, mais il y en a d'autres et même des moins chers. Parce que le temps défile. Les compter, je sais bien. C'est juste pour dire qu'on ne sera jamais suffisamment compétitif vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'il faudrait casser le SMIC, enlever les charges sociales et faire disparaître l'État. Et même avec tout ça, je pense qu'on aurait du mal à être compétitif. Alors vous êtes déjà à 3 minutes. On enchaîne avec Françoise Forel sur vos mesures de Debout la France pour l'économie. On a l'impression que l'économie repart légèrement. Est-ce que déjà c'est un constat que vous tirez et quelle proposition? C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, je ne peux que vous dire que l'économie repart. C'est ce que j'ai constaté ces 3 derniers mois. Maintenant, je rejoins ce que disait monsieur, à savoir que si les entreprises s'installent, enfin les entreprises françaises délocalisent, je ne vois pas comment est-ce que ça peut être producteur de richesse pour nous et pour les travailleurs, dans la mesure où les richesses qui sont envoyées à l'étranger ne reviennent pas en France. Donc ça, c'est un vrai souci. Donc comment on fait pour les refaire revenir en France? Moi, je leur mettrai des impôts. Même si, oui, moi je mettrais un impôt pour les entreprises qui, comment dirais-je, ne veulent pas payer leurs impôts en France. Moi, je les obligerai à le faire. Jérémy Bizet, vous voulez favoriser notamment le commerce de proximité, c'est votre proposition à vous. Comment vous espérez faire cela si vous allez à l'Assemblée nationale? D'un point de vue général, je souhaite soutenir effectivement tout ce qui est commerce de proximité, acteurs locaux, artisans, TPE, PME. Effectivement, comme ça a été dit, aujourd'hui les TPE, PME payent plus d'impôts que les grandes entreprises. Ce n'est pas normal. Il faut réussir à remonter les impôts sur les grandes entreprises, celles qui aujourd'hui licencient, celles qui aujourd'hui profitent des salariés qui en abusent, et soutenir absolument et véritablement les petites entreprises, afin qu'elles puissent embaucher. Souvent, elles sont créatrices d'excellence, de liens sociaux, elles font vivre les villes et les villages, et donc il faut absolument les soutenir. Pour cela, il faut baisser leurs charges, je pense, comparativement aux grandes entreprises. Ensuite, il faut redonner une vision de l'agriculture paysanne. Arrêter de vouloir faire de l'agriculture intensive, souvent polluante, et aider les agriculteurs, qui sont les premiers protecteurs de l'environnement, c'est eux qui sont sur le terrain, à pouvoir produire de nouveau de façon plus locale, plus paysanne. Donc il faut baisser la TVA, par exemple, sur les produits bio. Actuellement, elle est à 5,5%. Il faudrait la baisser à 2% grand maximum pour les produits bio, qu'ils soient français ou étrangers, et essayer de proposer, même si c'est difficile avec l'Union européenne actuelle, que la TVA des produits bio vendus localement soit à 0%, voilà, histoire de créer de l'emploi dans ce domaine. Pascal Casimir-Perrier, votre vision de l'emploi, vous soutenez Emmanuel Macron, vous soutenez aussi les réformes qu'il souhaite mettre en place, notamment du Code du travail par exemple?
Oui, bien sûr. Si vous voulez, pour la circonscription, j'ai 2 propositions. La première, c'est créer un label circuit court. Label circuit court, c'est tout simple. En fait, quand vous fabriquez un produit à moins de 100 km, le consommateur, quand il l'achète, il a une baisse de la TVA de 5%. Du coup, le produit, il est moins cher. Du coup, ça vous incite à l'acheter. Et pour les services, par exemple, prenez un menuisier, vous faites une limite autour de 30 km. Donc, par exemple, quand vous avez un travail de menuiserie à faire, eh ben, le menuisier de votre village, il devient plus compétitif. Donc, vous protégez votre emploi, vous faites une économie, donc c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'environnement parce qu'il y a moins de transport, et donc tout le monde est gagnant. Alors, j'ai un très bel exemple. Ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est ma circulaire. Cette circulaire, je l'ai faite à Vélizy. Et j'ai le document de mon adversaire, monsieur Qui Barraud. ne peut pas répondre, c'est dommage. Oui, mais les gens pourront vérifier. Vous regardez, en fait, sur le côté, il y a un petit RCS. Et le RCS, en fait, vous allez sur société.com, vous tapez ce RCS. Et vous allez voir où a été imprimé ce document. Ça a été imprimé au Puy-en-Velay. Donc ça, c'est en fait tout ce qu'il ne faut pas faire. En France? En France. Oui, mais c'est en France, mais c'est à 600 km. Donc si vous voulez développer l'emploi dans la circonscription... Alors, ça va être difficile de vous laisser parler sur quelqu'un qui n'est pas en plateau, puisque du coup, il ne peut pas répondre. Ils répondront aux électeurs et puis dans les urnes, il n'y a pas de problème. On va poursuivre avec Françoise Forel, puisque vous avez un petit peu de retard sur le temps de parole. On a parlé des circuits courts, du commerce de proximité. Est-ce que vous avez par exemple des thématiques, des propositions sur ces sujets-là pour les aider face aux grandes surfaces par exemple? Tout à fait. Donc en tant que chef d'entreprise, petite entreprise, je suis favorable bien entendu à tout ce qui est circuit court, et en particulier les petits commerces de proximité, ceux qui vont être là, pas 24 heures sur 24, mais presque, et qui sont vraiment à l'écoute de nos concitoyens. C'est pas comme dans une grande surface où vous allez faire vos courses et il n'y aura personne. Donc c'est très important d'avoir ce panel de commerçants pour nos concitoyens. Donc déjà, il faut savoir que pour tout ce qui est, légumes, etc., et certains produits alimentaires, dans notre secteur, il y a des jardins où nous avons la possibilité d'accueillir et de recevoir ce type de service. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est de pouvoir les mettre davantage en avant, leur donner beaucoup plus de visibilité. Mais ce n'est pas un député qui peut faire ça. Il faut aussi que ce soit l'ensemble. Impulser peut-être une politique. Voilà, c'est cela, monsieur. Impulser cette idée-là pour pouvoir promouvoir le savoir-faire en France. Mais avec la création de mon label, ça correspond tout à fait à cette solution. On va peut-être regarder vos temps de parole qui vont s'afficher très bientôt pour voir si... Alors, on va voir le temps de parole. Vous souhaitez poursuivre là-dessus peut-être, mais on va voir peut-être les temps de parole s'afficher à l'instant. Vous les voyez, du coup, un peu de retard pour Jérémy Bizet. C'était vous qui parlez justement pendant que je voulais afficher les temps de parole. Ça vous laisse quelques secondes pour conclure sur ce sujet, puis on parlera des transports ensuite. Vous souhaitiez peut-être rajouter quelque chose très rapidement? Très rapidement, Pascal parlait de son label, mais il est local. Il faut peut-être voir au niveau national. Il sera local, mais valable pour toute la France. Ah, d'accord. Donc c'est pas local. Donc c'est pas local. Non, mais c'est national, monsieur. Non, vous favorisez. On favorise le local par vous habitez national. À Versailles, vous achetez un service à Versailles, vous avez 5% de baisse de TVA. C'est un label. Vous êtes à Lyon et vous commandez un produit au Puy-en-Velay par hasard. C'est un label national. Vous faites une économie de 5% quand vous achetez le produit qui est fabriqué au Puy-en-Velay. Hélène Janisset, vous souhaitiez aussi réagir. Alors très rapidement, parce que ou sinon vous aurez moins de temps sur la partie suivante. Brièvement sur parce que le thème c'est quand même l'emploi, mais ça fait une quarantaine d'années maintenant que tous les partis qui se sont succédés au gouvernement, de droite comme de gauche, ont expliqué qu'il fallait aider les entreprises, baisser, et ce sont des dizaines de milliards d'argent public qui ont été versés aux entreprises sous forme de crédits d'impôt, de baisse de cotisations. On nous a expliqué que c'était ça qui allait permettre de lutter contre le chômage. Cet argent a été versé à fonds perdus, et juste cet argent, il aurait été beaucoup plus utile si l'État s'en était servi justement pour créer des emplois dans tous les services publics où il en manque cruellement, que ce soit les hôpitaux,
l'éducation, les transports. Et il aurait permis aussi de construire les logements dont les travailleurs ont besoin. On est à 20 minutes d'émission, vous avez du coup un peu d'avance maintenant. On va enchaîner avec la deuxième thématique, les transports, sujet important surtout en Ile-de-France, surtout en Grande Couronne. On connaît les problèmes, qu'ils soient sur la route, les problèmes dans les transports en commun, la pollution aussi. Sylvain Gargasson, est-ce que vous avez, vous, des priorités pour les transports en Ile-de-France, pour améliorer la vie, que ce soit des automobilistes, soit des transports en commun, des usagers des transports en commun? Ou la pollution aussi. Oui. Alors c'est relativement peu le travail d'un député, plus pour la voiture on va dire, mais pour les transports en commun notamment, c'est vrai que c'est plus le ministère du Transport ainsi que comment s'appelle, à la limite le député va voter le financement. Alors je me permets de dire ça parce que j'ai entendu pas mal de choses et je voudrais revenir sur ce que beaucoup de gens ne savent pas, ce qu'est un député. Donc un député, c'est un député de la nation. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour défendre sa circonscription, il est là pour voter des lois qui s'appliqueront au niveau national. Le député, il est là pour préparer les lois et les voter. Il n'est pas là pour essayer d'améliorer les transports à Paris. Il va être là pour améliorer les transports de façon globale. Il y aurait notamment beaucoup de choses à dire. On parlait de la pollution. Nous, on pense que dans l'Union européenne, le fait que les barrières soient complètement descendues, ça fait un afflux massif de pollution. Quand vous faites venir tous vos produits de Chine, du Bangladesh ou autre, il y a un moment, on le paye forcément quelque part sur la facture CO2. Donc je pense que tout ça, c'est des sujets qui sont très intéressants. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes dans cette Europe-là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que moi, je ne dis pas qu'il y a un problème avec cette Europe-là. Je dis que cette Europe-là n'est pas arrivée par hasard et qu'elle n'est pas réformable. Parce qu'il faut l'unanimité des 28 États pour changer les traités. Et que, par exemple, si demain vous voulez empêcher les délocalisations, un pays comme n'importe quel pays de l'Est va vous dire non, puisque eux en bénéficient à plein. Voilà. Françoise Forel, puis Jérémy Bizet, sur les transports, vous semblez acquiescer la pollution qui venait de Chine. Oui, votre position là-dessus? Oui, tout à fait. Maintenant, moi je trouve ce qui serait bien, c'est de développer le ferroutage, mais pareil, ça ne relève pas du tout du député. Mais les députés peuvent donner tout de même une impulsion, soutenir des projets, bien sûr. Sinon, pour moi, on les élus finalement. Tout à fait, il y a de ça aussi. Mais on ne peut donner qu'une impulsion. C'est pas un député qui va faire changer les choses. Et là, c'est comme ça. Il y a un projet, par exemple, important sur la deuxième circonscription, c'est la ligne 18. Et vous pouvez, par exemple, porter ce projet, faire tout pour le bloquer parce que vous l'estimez mauvais pour le territoire. Votre position à vous, par exemple, sur la ligne 18 qui fait partie du Grand Paris Express? Moi, je suis favorable à tout ce qui est, je dirais, désengorgement des villes et des campagnes, mais il ne faut pas non plus que ça aille altérer les villes et les campagnes si elles sont impactées par une autoroute qui va passer. Il est important à ce moment-là de consulter les gens et de ne pas le faire à l'emporte-pièce ou par une décision arbitraire. Jérémy Bizet, j'imagine que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez un petit peu de retard, donc vous pouvez peut-être développer votre point de vue. Votre priorité à vous, par exemple, pour les transports, elle se situe où? Je vais y venir, je voulais juste revenir sur un point qu'avait dit monsieur. Un député est effectivement un élu de la nation, mais imaginez demain que les 567 députés soient nés et toujours vécus à Paris. Leur ancrage territorial, leur expérience de là où ils ont vécu est extrêmement importante, je pense, pour les décisions qu'ils vont prendre. Donc c'est un mandat national, mais je pense qu'avoir un député qui connaît sa circonscription soit très important. Je pense. Après, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Vous pouvez réagir à chaque fois, je vous en empêche pas. Mais... c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des députés qui vont essayer de pousser des projets, d'autres de les freiner. C'est dommage, nous ce qu'on leur demande, c'est déjà d'analyser un petit peu la société, puisqu'on n'a pas besoin d'habiter à Versailles, par exemple, pour en connaître... pour connaître les rouages. Pour connaître la ruralité, sans jamais avoir foutu les pieds. Non, ce que je veux dire par là, c'est que déjà l'État donne des moyens d'analyse. Ensuite de ça, normalement, un député n'est pas là pour pousser un projet ou essayer de le torpiller dans l'ombre. Il est là pour siéger à l'Assemblée, voter les lois. S'il connaît le terrain, il pourra mieux défendre ou non le projet global. Mais un député n'est pas un super maire ou un super conseiller général.
Donc, non, mais un sur député, le ça... rôle du député, on était sur les transports. J'avais dit, vous n'avez pas eu le temps d'exposer votre point de vue. Pascal Casimir-Perrier ensuite, et puis on enchaînera avec vous, Hélène Janissé, allez-y. Sur les transports, moi justement, c'est mon côté écologiste réaliste. Je souhaite certes soutenir les transports en commun et essayer de les développer, mais il faut aussi comprendre les problématiques des gens locaux, je pense. C'est-à-dire, il n'y a pas de parking gratuit auprès des gares. Vous voulez aller à Paris, à Saint-Rémy-Chevreuse, le parking est payant. C'est Rambouillet, qui est en dehors de la circonscription. C'est payant et impossible de trouver une place. Donc comment encourager les gens à prendre les transports qui sont déjà surchargés si en plus ils ne peuvent pas se garer? Parce qu'il faut bien accéder, il n'y a pas assez de bus pour tout le monde. Ensuite, il faut soutenir l'achat de véhicules propres pour que les gens puissent certes prendre la voiture, mais avec un véhicule propre, GPL, hybride, électrique. Aider les entreprises qui veulent faire des véhicules électriques pouvant faire plus de 200 km. Ensuite, il faut trouver des solutions pour désengorger les routes. Les transports en commun sont surchargés, les routes aussi. Je vis à Cernay-la-Ville, je travaille à Paris. Tous les matins, je prends l'autoroute A13 et je suis bloqué. Les automobilistes sont les premiers à subir cette pollution. Donc on peut être écologiste et aussi prendre en considération que les gens qui sont dans les bouchons ne font pas ça pour le plaisir. Donc il faut essayer de trouver des solutions aussi sur la route et impulser les régions pour essayer de trouver des solutions pour désengorger les routes, comme la 13, la 118, etc. Pascal Casimir-Perrier, votre point de vue, à vous, sur les transports? Sur les transports, sur les députés. La prochaine fois, peut-être. Sûrement. Non. Alors, sur le transport, donc chez nous, la problématique dans la circonscription, c'est les embouteillages. Donc, alors, pour plaisanter, la solution, c'est la voiture volante, qui vient d'être inventée. Donc là, on passe au-dessus de tout le monde et il n'y a plus de problème. Mais sinon, concrètement, la bonne solution, c'est du covoiturage par rapport au lieu de travail. Blablacar a mis ça en place très récemment, ça va commencer à se développer. Et si vous voulez, vous vous rendez compte que vous habitez à Manille, et puis vous allez travailler, mettons, à Versailles, et puis votre voisin, il ne travaille pas dans votre entreprise, mais il travaille juste à côté. Et donc, des fois, vous avez les mêmes créneaux. Donc Blablacar met en place des horaires, et vous pouvez co-réserver une voiture. Après, vous avez le partage des véhicules, comme les Vélib, les Autolib à Paris. Bon, c'est une bonne solution parce que quand les personnes ont besoin de voitures, ils prennent une voiture électrique ponctuellement et ça répond à leurs besoins. Du coup, les Parisiens, ils n'ont pas forcément de voiture, ils n'achètent plus de voitures. Donc, on a des solutions. Le tramway, c'est aussi une solution intéressante parce que c'est fiable, ça ne fait pas de bruit, c'est régulier. Le tramway qui a été installé à Vélizy, c'est très bien. Puis chez nous, il y a une grosse problématique, c'est l'aérodrome de Toussul-Neuve, avec le bruit. Donc là, si je suis élu député, j'essaierai d'imposer le fait de mettre des silencieux sur tous les avions pour toute la France. Pour que les avions, ce n'est pas un problème qu'ils décollent, qu'ils atterrissent, c'est le bruit qui dérange. Voilà. Hélène Janissé, vous avez désormais, vous, plus de retard que les autres. Vous n'êtes pas intervenue sur ce sujet des transports. Vous défendez les travailleurs. C'est généralement ceux qui ont le moins d'argent, donc les plus, on va dire... C'est ceux qui galèrent le plus, sans doute, dans les transports. Voilà, qu'est-ce qu'on fait du coup? Quelle est votre priorité si vous êtes député pour quel sujet vous allez porter à l'Assemblée nationale? Alors, ce que je veux dire, c'est que les transports, effectivement, c'est le lot quotidien de millions de travailleurs et que la plupart vivent dans des banlieues de plus en plus éloignées de Paris, par exemple. Et que ça, c'est pas une fatalité non plus, parce que c'est aussi le fruit, vous savez, de l'organisation de la société. Parce que quand même, ceux qui organisent la société, ceux qui la dirigent, ils la dirigent dans leur seul intérêt individuel. Et quand ils se penchent sur un problème, quand ils veulent le résoudre à leur façon, ils déplacent les travailleurs, ils les logent, ils créent des logements, des cités, mais de plus en plus loin Et c'est ça le problème, c'est l'organisation sociale de la société. Alors, allez-y. Je finis, c'est l'organisation sociale de la société. Et nous, on pense que justement, c'est remettre à plat cette organisation sociale sera quand même indispensable. Mais ceci dit, tout à l'heure, je disais que l'État, justement, les collectivités locales, par tout un tas de biais, ils versent des milliards de subventions, de tout l'argent public est versé à fonds perdu aux grandes entreprises. Et je pense qu'il serait plus utile à développer justement tous les services publics qui sont indispensables à la population, mais que ce soit les transports, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les bureaux de poste. Alors, vous allez répondre et puis comme ça, on va avoir le temps de mettre à jour les temps de parole pour vérifier. Allez-y. Ici, on est dans la ville nouvelle. La ville nouvelle, en fait, elle n'existait pas. Elle a été créée il y a à peu près 30 ans. On a créé des infrastructures, des transports, et les entreprises sont venues à côté. Et la politique de la ville nouvelle, c'était de faire venir des grands groupes. C'est pour ça que sur la ville nouvelle, vous avez des grands groupes des sièges sociaux qui sont installés sur la ville nouvelle. Donc là, en fait, ce que vous dites, on l'a fait, et on l'a fait très bien sur la ville nouvelle. Et on est un cœur d'emploi.
Et on est un cœur où les habitants, et on a su conserver notre poumon vert avec la proximité du parc naturel, plus des espaces verts et des entreprises. Alors, on est déjà à 30 minutes d'émission. On va passer à la carte blanche, le sujet que vous souhaitez mettre en avant. On va aussi peut-être voir vos temps de parole pour voir comment vous allez calibrer cette carte blanche. Certains vont pouvoir peut-être plus parler, d'autres moins. On va le voir tout de suite à l'écran dans quelques secondes. Voilà, on les voit. Jérémy Bizet, un peu de retard. Françoise Florel, un peu de retard aussi. Et Hélène Janissé aussi. On commence avec vous, la candidate du coup de Debout la France. Vous avez pas mal de temps pour exposer le point de vue, la thématique que vous souhaitez mettre en avant. Alors, ce que je souhaite mettre en avant, c'est la famille. La famille au sens large. Inclure dans la famille ce qui est aujourd'hui devenu des cas qui ne sont pas spécifiques, les familles recomposées. Aujourd'hui, on a tendance à dire la famille, c'est un modèle comme ci, comme ça. Aujourd'hui, non, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, la famille est complètement repositionnée. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir accorder aux familles monoparentales, aux familles monoparentales, la possibilité d'avoir des allocations familiales qui soient, j'ai envie de dire, décentes lorsqu'elles ont un seul enfant. Aujourd'hui, ce qui est pris en compte, c'est les familles qui ont plusieurs enfants. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la France d'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont qu'un seul enfant et qui ont peu de moyens. Donc, pourquoi ne pas revaloriser cette catégorie de population et ne pas les mettre à l'index comme c'est fait si souvent? Jérémy Bizet, vous étiez le deuxième plus en retard, donc aussi pas mal de temps pour exposer votre thématique, votre choix à vous face aux électeurs qui nous regardent. Alors, moi, la thématique que je souhaiterais aborder, c'est la question de la moralisation de la vie politique et de replacer les citoyens au cœur de la vie politique. C'est ce qu'on ressent de plus en plus aujourd'hui par le vote. Les mouvements citoyens sont de plus en plus nombreux, malheureusement divisés. Les mouvements citoyens, les écologistes indépendants, toutes ces causes qui me semblent nobles se dispersent, et je souhaite aujourd'hui essayer de rassembler l'ensemble des gens, des citoyens qui souhaitent faire une politique différente, avec des gens qui travaillent, des gens qui connaissent la vie, des gens qui se mobilisent, des gens qui sont sur le terrain. Je souhaite par exemple qu'on reconnaisse le vote blanc, je souhaite qu'on puisse réellement mettre en place le référendum d'initiative populaire. Je suis d'accord avec ce que proposait Debout la France et l'UPR avec le casier judiciaire vierge. Ça devrait être une base. C'est absolument intolérable qu'aujourd'hui on puisse être élu de la République et d'avoir des peines sur son casier judiciaire. Bon, il y en a beaucoup qui seraient plus élus aujourd'hui sinon. Donc, il ne va pas rester grand monde. Hein. Oui, ça serait peut-être pas plus mal. Vous avez des points d'accord. On est tous des citoyens. Le paysage politique va être révolutionné. Au-delà de nos idées, de nos divergences, on est tous des citoyens, on est tous capables de se parler, donc on est tous capables d'avoir des points d'accord, heureusement. On arrive à 34 minutes d'émission. Hélène Janissé, c'est votre carte blanche à vous pour Lutte ouvrière. Le point que vous souhaitez mettre en avant plus rapidement que les deux candidats d'avant, s'il vous plaît. Mais je voudrais m'adresser aux travailleurs qui nous écoutent et plus particulièrement à ceux qui, trop nombreux, sont tentés par le vote du Front National et se laissent piéger justement par les idées qu'ils divulguent. Ils essayent de dresser les travailleurs les uns contre les autres en montrant du doigt celui qui est au chômage ou en montrant du doigt les travailleurs immigrés qui seraient responsables de tous les maux. Mais c'est une façon de vouloir masquer que les vrais responsables de tous les maux dans la société, ce sont les capitalistes. Et en fait, ils sont dans leur camp et ce sont des ennemis mortels de la classe ouvrière. Et moi, si le vote Lutte ouvrière, le vote pour ma candidature, c'est de voter justement pour son camp, d'affirmer que la classe ouvrière, on est, quelles que soient nos origines et notre nationalité, une seule classe ouvrière, on a un combat commun à mener contre un ennemi commun. Pascal Casimir-Perrier, très rapidement, puisque vous avez plus parlé, vraiment quelques secondes, et puis ça sera pareil pour Sylvain Gargasson pour conclure cette émission, s'il vous plaît. Alors, l'objectif de cette élection législative, c'est quand même de donner la possibilité à Emmanuel Macron de gouverner. Donc il faut absolument qu'il ait une majorité forte à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse passer son programme.
Alors moi, à titre personnel, je serai un député fidèle à Emmanuel Macron, pas du tout frondeur. Et par contre, je serai le nouveau monsieur propre de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça ce qui est important. Il faut qu'on réconcilie la France avec une morisation de la vie politique. Et donc moi aussi j'ai un casier judiciaire vierge, je le mettrai sur mon blog. Voilà, tout est transparent. En commun, et moi je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que moi je me suis engagé sur mon programme à baisser mon salaire. Donc mon salaire actuellement, si je suis élu député, il est de 7 200 €. Je le passerai à 5 000 €. Et les 2 200 € d'économie, je les donnerai, mais pas moi personnellement, ce sera l'Assemblée nationale qui les donnera à une association d'aide au logement. Merci. On termine avec Sylvain Gargasson, très rapidement, un peu plus rapidement, s'il vous plaît, que Pascal Casimir-Perrier. Alors, je sais que c'est difficile. Très bien, on va enfoncer clou une dernière fois sur le casier judiciaire vierge. Je rappellerai qu'aujourd'hui, pour être taxi ou facteur, il vous faut un casier vierge. C'est quand même incroyable que pour écrire les lois et les voter, il n'y en ait pas besoin. Écoutez, il y aura encore 100 000 choses à dire. Je pense que le mieux, c'est que je renvoie vos téléspectateurs sur notre site upr.fr, où ils retrouveront toutes nos analyses, des vidéos régulières sur l'actualité, des longues conférences pour expliquer les griefs que l'on a vis-à-vis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce que ce n'est pas une idée qui a germé comme ça. Et je tenais à vous remercier en tout cas, parce qu'il n'y a plus que les petits médias qui jouent encore leur rôle démocratique. Et à chaque fois, TV Fil 78 et Yveline Première ont toujours participé. Donc je tiens à vous tirer le chapeau. Voilà. Merci à vous 5 d'être venus. Puis je renvoie les électeurs pour aller plus loin sur vos sites internet respectifs de vos partis. Merci d'être venus en plateau. Tout de suite, les derniers candidats de cette deuxième circonscription des Yvelines seront en plateau avec nous. Tout de suite, un sujet de Mélanie Poquier qui vous présente les enjeux de ce territoire. De retour dans les bureaux de vote un an plus tard, la deuxième circonscription des Yvelines a connu en mars 2016 une législative partielle suite à la démission de Valérie Pécresse, élue à la présidence de la région Île-de-France. Le 20 mars 2016, c'est Pascal Thévenot qui est élu député avec 72% des voix, mais avec seulement 26% de participation. L'élu Les Républicains remet son mandat en jeu avec l'étiquette de favori. La circonscription est traditionnellement ancrée à droite. 17 candidats se sont déclarés pour le premier tour du 11 juin prochain. Le principal adversaire du candidat, les Républicains, pourrait être Jean-Noël Barrot. L'enseignant-chercheur de 34 ans est actuellement conseiller départemental de Haute-Loire. À la rentrée prochaine, il rejoindra le campus HEC de Jouy-en-Josas. Le candidat est investi pour cette législative par La République En Marche, parti d'Emmanuel Macron. Mais celui qui pourrait ravir des voix à Pascal Thévenot, c'est Pascal Poirot. Le candidat d'hiver droite est soutenu par le Parti chrétien-démocrate. Il se présente pour la première fois. Lors de la partielle de 2016, Benjamin Lacombe, soutenu lui aussi par le PCD, avait obtenu 9,56% des suffrages. Autre prétendant, le Front National représenté par Yasmine Benzelmat, actuelle conseillère régionale d'Île-de-France. Le parti espère réitérer le score de 2016 où il était arrivé 4e et avait obtenu 9,38% des voix. À noter que dans cette circonscription, le Parti socialiste a trouvé un accord avec Europe Écologie Les Verts et le Parti radical de gauche pour ne présenter qu'un seul candidat, et c'est l'avocat Tanguy Ruellan qui a été choisi. Nouveau parti créé lors de la présidentielle, France Insoumise a aussi son candidat. L'écrivain, metteur en scène et acteur Marc Soriano est un fidèle de la première heure de Jean-Luc Mélenchon. 11 candidats sont aussi dans la course. Axel Brunet, candidat d'hiver gauche, Christophe Plissier pour le Parti animaliste, Jérémy Bizet, déjà candidat en 2016 pour France Écologie, Pascal Casimir-Perrier, Gilles Ponte-Levoix, Françoise Florel, Céline Julier, Emmanuel Devin, Hélène Janissé, Jean-Guy Sayous et Sylvain Gargasson. Le 11 juin prochain, plus de 85 000 inscrits sont appelés à glisser leur bulletin dans l'urne. On poursuit, on termine ce débat avec 6 nouveaux candidats. Les derniers, vous avez eu le temps, j'imagine, de voir ce qui se passait et comprendre le déroulé de l'émission. Votre temps de parole, je le reprécise, sera chronométré. On fera plusieurs points pendant l'émission. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre aussi à vos interlocuteurs. Et puis, les 6 candidats avec moi sont Jean-Guy Sayous, candidat d'hiver droite, membre notamment du mouvement 100% citoyen. Christophe Plissier, candidat écologiste, investi par le Parti
animaliste. Axel Brunet, candidat divers gauche investi par le mouvement des progressistes. Gilles Pont-Levoix, candidat divers gauche investi par Nouvelle Donne. Céline Julier, candidate extrême droite, investie par le Parti Souveraineté, Identité et Liberté. Et enfin, Cyril Henry, candidat suppléant d'Emmanuel Devin, divers droite et investi là par Alliance Royale. Bonsoir à tous les 6. Même question qu'aux autres candidats. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? On va reprendre l'ordre de présentation. Jean-Guy Sayous, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance le 11 juin prochain? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à ce débat. Alors, pourquoi est-ce que les électeurs doivent me faire confiance le 11 juin prochain? En fait, je me présente rapidement. Donc, je suis Jean-Guy Sayous, j'habite en Vallée de Chevreuse, à Chevreuse très précisément. Je connais bien cette circonscription, la deuxième circonscription, pour l'avoir pratiquée dans différents contextes professionnels et extra-professionnels. Et je connais bien les circonscriptions environnantes. L'une des spécificités de cette circonscription, c'est qu'elle est localisée sur 3 communautés de communes ou intercommunalités, ce qui amène de fait, du coup, à fréquenter un petit peu tout le monde, quoi, en fait. J'ai été élu sur cette circonscription-ci à une époque de ma vie. Donc pourquoi est-ce que les électeurs devraient me faire confiance? Eh bien simplement parce qu'ils vont avoir à se faire confiance eux-mêmes. En fait, moi, je me propose mon engagement se situe sur une ligne relativement spécifique, puisque ce que je cherche à proposer, c'est de changer les règles du jeu du fonctionnement de nos pratiques politiques et de nos institutions pour aller vers ce que l'on connaît, vers des endroits donc, où les citoyens apprécient et sont fiers des systèmes qu'ils vivent. Je pense à la Suisse et à l'Allemagne, et j'y reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup Christophe Plissier pour le parti animaliste. Même question, pourquoi les électeurs devraient vous faire confiance, doivent vous faire confiance? D'accord, alors déjà je vais présenter un peu le parti animaliste puisque c'est un nouveau parti en France dont le but est de faire émerger la question animale dans le champ politique aujourd'hui. C'est un parti par contre qui existe déjà à l'international puisqu'il est présent dans de nombreux pays, notamment aux Pays-Bas où il a plusieurs élus, ainsi qu'au Portugal ou en Australie par exemple. En fait, la cause animale est un sujet qui me tient à cœur. Comme de nombreux Français, il y a de plus en plus de vidéos, notamment de l'association L214, qui montrent des images abominables des conditions des animaux dans les abattoirs, dans les élevages. Beaucoup d'images choquantes. Aujourd'hui, en 2017, il y a toujours la corrida, on autorise toujours les cirques avec des animaux, on tue des animaux pour leur fourrure. Autant de choses qui sont plus supportables aujourd'hui, et donc le parti animaliste a été créé pour ça, pour faire prendre conscience aux grandes familles politiques et au gouvernement qu'il y a tout un électorat pour qui c'est plus possible et pour montrer que la cause animale n'est pas un sujet périphérique ou secondaire, mais que c'est vraiment une priorité à prendre en compte. Axel Brunet pour le mouvement des progressistes. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on est en plateau maintenant. Axel Brunet, excusez-moi. Pour le mouvement des progressistes, oui, il fait chaud. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Bien. Bonjour toutes et tous, et merci à Téléfil 118 de nous donner un temps de parole à tous les candidats. Alors voilà pourquoi je me présente. Je me présente pour montrer une volonté de renouveau politique dans le champ politique français, de porter à l'Assemblée nationale quelqu'un qui vient du peuple, puisque l'Assemblée nationale c'est d'abord l'Assemblée populaire, l'Assemblée de la population française, et coupé avec tous ceux qui siègent actuellement, qui sont complètement coupés des réalités du terrain qu'on peut vivre aujourd'hui tous les jours. Donc je porte les idées du mouvement des progressistes dans lequel je me retrouve complètement, qui souhaite monter une majorité parlementaire pour avoir une majorité parlementaire plurielle et pousser les idées progressistes de notre mouvement que nous défendons. Donc notre seule ambition, c'est d'améliorer la vie quotidienne de chacun, de tous les jours, de trouver des solutions à ce que nous vivons, et tout cela dans une politique environnementale respectueuse de l'écologie. Cette fois-ci, je me tourne vraiment vers Gilles Pont-Levoix. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Alors, il ne faut pas toucher les micros, voilà, trop tard. Voilà, vous le saurez pour la suite de l'émission. Et sachez d'ailleurs que je vous précise, vous êtes déjà les candidats les plus bavards, donc on aura peu de temps pour parler des sujets, notamment de l'emploi. Gilles Pont-Levoix, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Parce que je manipule bien les micros déjà. Déjà, effectivement, pour commencer.
Donc je vais présenter un petit peu Nouvelle Donne, puisque c'est surtout pour Nouvelle Donne que ces électeurs doivent voter. Donc c'est un parti assez récent, il date de fin 2013. On a participé aux européennes en 2014, à quelques élections départementales et régionales, pas partout en France. On continue à essayer de partager nos idées avec les citoyens à travers les élections, cette fois-ci législatives. Donc on se distinguait quand on a commencé parce qu'on apportait des idées nouvelles, entre guillemets, le partage du temps de travail, qui est très ancien, mais qui en fait avait été un peu oublié et redevenait nouveau. La transition écologique, qui était portée par les écologistes, mais qui était un peu oubliée. Maintenant, toutes ces idées, enfin ces deux idées majeures, on voit, elles sont reprises par pas mal de partis. Benoît Hamon l'avait dans son programme. La France Insoumise l'a également dans son programme, mais c'est déjà une première victoire, mais je pense que les électeurs peuvent être intéressés de continuer à soutenir Nouvelle Donne, qui a apporté quelque chose dans le débat. Céline Julier, c'est votre tour. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Vous représentez le parti Ciel. Voilà, alors bonsoir monsieur. Alors tout d'abord, je récuse l'appellation d'extrême droite, ça me surprend beaucoup. Pour être honnête, je pense que je défends des convictions qui sont... Je précise qu'on fait que répéter ce oui, qui tout à est fait, inscrit mais... sur le site de la préfecture. Oui, mais enfin la préfecture, c'est des services préfectoraux. Et donc là, on défend des idées. Et donc cette classification que des personnes ont décidé de faire sur telle ou telle idée, moi je la récuse. Je considère que j'ai des idées de droite. Je suis quelqu'un d'enraciné. Je défends mes idées et j'en ai pas du tout honte. Mais simplement, cette appellation d'extrême droite aujourd'hui est presque un sobriquet. En tout cas, ça me paraît une critique. Donc, j'assume, je suis de droite, mais j'ai envie de dire divers droite. Et les idées que je défends sont des idées que vous retrouviez dans les programmes des grands partis de droite, comme le RPR, il y a 10-15 ans. Mais mes idées sont bien sûr des idées d'actualité, et je vais les développer. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour nous aujourd'hui? Eh bien parce que la France souffre, et je pense que le Ciel, le parti du Ciel, Souveraineté, Identité et Liberté, a bien identifié les problèmes de la France aujourd'hui. Et finalement, ils sont sur deux plans essentiellement. C'est un problème aujourd'hui de déliquescence morale dont chacun souffre aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, il y a une inflation de la réglementation parce que les gens n'ont plus en eux-mêmes la capacité de se réfréner, de se comporter correctement en respectant les autres. Et c'est pour ça que vous avez des réglementations partout. Voilà. Et la deuxième grande problématique qu'on retrouve en France et dont les gens souffrent terriblement aujourd'hui, c'est l'identité. Dans le fond, qui sommes-nous? Qui sont les Français? Et c'est cette identité-là que nous voudrions défendre, transmettre par une école restaurée, que nous voudrions également porter éventuellement à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de haine de soi, une espèce d'injonction. Il faudrait qu'on ait honte. Donc non, nous avons un beau pays, une belle histoire, et cette histoire et ses racines chrétiennes et françaises que nous voulons porter. Alors, avant de vous donner la parole, Cyril Henry, il faudrait que M. Saïous vous reculiez un tout petit peu, puisque vous êtes dans le champ, on ne voit pas M. Henry. Et M. Henry, il faudrait récupérer un petit peu votre micro, le tourner entre vous deux. Voilà, entre vous deux, c'est parfait. Parce que vous partagez un micro, on a un petit souci de micro, donc vous partagez le micro. À chaque fois, vous tendre un peu. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Vous représentez le parti Alliance Royale. Alors, me faire confiance, je ne sais pas, c'est un bien grand mot. En tout cas, je voudrais les convaincre que la situation actuelle de crise qui vient d'être décrite, et je crois sur laquelle tout le monde est d'accord, elle n'est pas le fruit du hasard, elle est le fruit d'une politique, d'une action qui remonte au moins à 40 à 50 ans, avec une grande constance. Les partis, il y a une alternance, les politiques ne changent pas. Donc, il y a un cadre. Il y a tout un contexte intellectuel et culturel qui font que on va toujours dans la même direction et on ne regarde pas ailleurs. Je crois qu'il faut sortir du cadre. Et donc, notre but, c'est d'inviter les Français à reposer la question des institutions. Comme quand une entreprise se réorganise pour être plus efficace, eh bien, il faut que la France réorganise ses institutions pour pouvoir prendre les bonnes décisions et choisir les bonnes personnes, ce qui ne se passe pas actuellement. Alors, on ne va pas forcément parler d'institutions ce soir. Notre première thématique, c'est l'emploi. François Hollande avait promis en son temps d'inverser la courbe du chômage. Elle peine, elle commence à le faire depuis quelques mois. Si vous êtes dans quelques jours député, qu'est-ce que vous ferez pour permettre de relancer la machine emploi? Je me tourne vers Céline Julier. Pour commencer, sur le site internet de votre parti que j'ai été voir, on peut lire: il faut libérer nos PME, TPE et agriculteurs, notamment du carcan administratif et matraquage fiscal. Vous êtes donc pour un abaissement des impôts? Mais
Oui, je suis pour un abaissement des impôts, je suis surtout pour un abaissement des dépenses. Je pense que le jour où on arrivera à, par exemple, diminuer le nombre de fonctionnaires, je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais il est évident qu'on est le premier pays d'Europe, c'est une charge terrible pour les entreprises, spécialement pour les TPE, PME, on aura fait un grand pas, mais surtout, je crois qu'il y a aujourd'hui un carcan européen qui est insupportable pour beaucoup de gens. Tout le monde se plaint, il y a une inflation de la réglementation européenne qui empêche les gens d'avancer, ça empêche de monter une entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de monter, mais il hésite à monter une entreprise, je trouve ça dramatique. Donc ça casse l'envie de se lancer. Donc il y a l'Europe qui nous bride, il y a aussi le manque de compétitivité, puisque l'euro crée une asymétrie entre les différents pays. Vous avez la problématique des travailleurs détachés, puisque vous pouvez aujourd'hui faire travailler un Polonais en payant des charges au niveau de la Pologne, mais il travaille en France. Donc finalement, tout ça, ça plombe, si vous voulez, l'économie française. On n'a plus les moyens de se défendre. Il faut également, par exemple, rétablir une préférence nationale. Ça me paraît nécessaire pour les agriculteurs. Moi, je suis fille d'agriculteur. J'entends qu'il y a des suicides d'agriculteurs. Ça n'est plus tenable. Il faut absolument rétablir une protection du travail français en France et empêcher aussi les jeunes de partir à l'étranger, nos jeunes qui sont bien formés. Il faut absolument leur donner des raisons de rester en France. Gilles Pont-Levoy, Nouvelle Donne, classée à gauche politiquement, propose aussi de protéger les PME. Et sur le site internet, là aussi je me réfère au site internet, il est inscrit qu'il est possible de diviser par 2 le nombre de chômeurs. Est-ce que, alors ça va être très compliqué, mais rapidement, m'expliquer quelques recettes pour ça. Disons que c'est une phrase magique, effectivement, et ce n'est pas avec une seule action que l'on pourra diminuer les chômeurs de cette façon-là. C'est une somme d'actions diverses et variées. Alors, si on les passe un petit peu en revue, on a notre ADN, comme on l'appelle, qui est le partage du travail, puisque l'automatisation, la robotisation, la productivité ont des effets néfastes sur la quantité de travail partageable. La transition écologique, auquel on tient beaucoup, que ce soit l'isolation des bâtiments, que ce soit la construction, l'installation de matériel pour l'énergie renouvelable, ce sont déjà des actions qui devraient développer l'emploi, ou du moins permettre de le partager. On a aussi un sujet avec le dumping social européen qui, effectivement, amène le problème évoqué par Madame, mais ce n'est pas les travailleurs qu'il faut accabler, c'est effectivement, il faudrait monter les salaires de l'autre côté de nos frontières afin que la concurrence soit loyale. Le CICE n'a pas été forcément une bonne mesure puisqu'on n'a pas été TPE et de PME. Traiter les TPE PME de la même façon que le CAC 40, c'est sûrement pas une bonne idée. Il y a d'autres solutions pour TPE PME. Axel Brunet, on enchaîne parce que le temps de parole s'écoule vite. Quelles sont vos positions? On va le voir s'afficher après ce premier tour de table. Quelles sont vos positions à vous sur le sujet? Votre mouvement a soutenu Emmanuel Macron, notamment pendant la présidentielle, je le rappelle. Vos priorités, par exemple? Diviser le chômage par 2, c'est bien, mais ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de chômage ou qu'on soit en situation de plein emploi. Parce que l'emploi, c'est comme l'alimentation ou le logement, ce sont des droits fondamentaux pour pouvoir vivre dans la société normalement. Donc effectivement, il faut libérer le travail, l'accès au travail, parce qu'on est un pays créatif, on a un pays dynamique, on a une jeunesse qui, pour beaucoup, sont au chômage. Donc on a plein de choses à faire pour avoir du travail. Donc les solutions là-dedans, effectivement, ce sont de favoriser l'accès au travail, mais également de protéger l'emploi, parce que l'emploi, si je parle de la loi Robert Rue de 2001, qui a été abrogée tout de suite par la droite. Votre parti. Voilà, exactement, du mouvement des progressistes, qui visait à empêcher les licenciements dans les entreprises qui faisaient des bénéfices. Donc ça, là-dessus, il faut véritablement également empêcher ce genre d'action. Et par contre, les entreprises qui sont faillites, là, effectivement, on rejoint plutôt les positions d'Emmanuel Macron. Cyril Henry, pour l'Alliance Royale, sur votre site internet, vous aussi, vous n'abordez pas directement cette question, cette problématique de l'emploi et du chômage. Qu'en est-il? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de position sur ce sujet-là? Nous avons une position, mais là encore, il faut remonter d'un cran. On peut promettre tout ce qu'on veut, on peut dire parler de mesures, j'allais dire mesurettes, je ne veux pas dénigrer ce qui vient d'être dit. Il y a un cadre, et ce cadre ne permet pas aux entreprises françaises de créer des emplois. Ça, je crois Monsieur Hollande a promis tout ce qu'il voulait, Monsieur Macron va le faire. Ils ne renverseront pas la courbe du chômage parce que ça n'est pas possible, à moins de remettre à plat un certain nombre de choses.
Allez-y, continuez. À moins de remettre à plat un certain nombre de choses, et notamment une concurrence équilibrée entre le marché européen dans son ensemble et les marchés concurrents, parce qu'en plus, ce n'est pas une législation française qui résoudra le problème, mais c'est au niveau européen qu'il faut le discuter. Donc là, vraiment, je pense qu'il faut qu'on sorte là aussi du cadre et qu'on arrête d'arriver avec des petites mesurettes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire au niveau français, au niveau fiscal, au niveau de la concurrence, favoriser effectivement les petites entreprises et toute l'activité de proximité, ça a été dit dans le débat précédent, mais il faut aussi commencer par remettre en cause la liberté de circulation des capitaux et des marchandises qui font qu'un produit chinois qui arrive en France avec une législation environnementale qui n'a rien à voir, sociale qui n'a rien à voir, une monnaie sous-dévaluée, il sera toujours plus compétitif. C'est la cause du problème. Christophe Plissier, excusez-moi, Christophe Plissier, le parti animaliste là non plus n'a pas de position, en tout cas sur son site internet, sur ce sujet-là. Qu'en est-il pour vous? En effet, le parti animaliste est un parti monothématique, donc qui ne se positionne qu'en fonction de la question animale, de façon directe ou indirecte. Donc il n'y a pas de positionnement par rapport à ce sujet-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le parti animaliste souhaite développer la filière de l'agriculture végétale. Il y a un objectif de réduction de 25% de la consommation de produits des animaux d'ici 2025 de 25%. Donc ça sera bon pour les animaux puisqu'il faut savoir qu'en France, on tue à peu près 1 milliard d'animaux terrestres par an. Ça sera également bon pour l'environnement puisque l'élevage industriel représente à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que les transports. Et enfin, ça sera bon pour la santé puisqu'il a été maintenant prouvé qu'il y a un lien évident entre les maladies cardiovasculaires et la consommation de viande. Donc en fait, le parti animaliste souhaite vraiment développer cette filière d'agriculture végétale. En plus, ça peut être local, en privilégiant les circuits courts. Donc voilà, c'est sur cet aspect-là qu'il y aura de la création d'emplois. Et puisqu'on parle d'économie, imaginons par exemple, on sait qu'il y a des trafics d'animaux importants qui permettent à des gens de s'enrichir. Est-ce que ça aussi, c'est une position sur... Bien sûr, tout à fait. C'est une position du parti animaliste que d'interdire le trafic d'animaux, donc pas d'enrichissement sur la vente d'animaux. Également, bien sûr, interdire tout commerce, importation et production de fourrure. Toutes ces mesures-là sont sur le parti animaliste. Jean-Guy Sayous, vous concluez ce premier tour de table sur cette thématique de l'emploi. Votre mouvement souhaite être en phase avec les aspirations des citoyens, c'est ce qui est inscrit sur vos affiches. Alors, quels sont les souhaits des citoyens ? Je pense que les souhaits des citoyens sont les mêmes sur à peu près tous les sujets, c'est de retrouver de la sérénité. Alors, si l'on parle de l'emploi, je voudrais faire peut-être un premier liminaire, donc c'est m'associer à tous les constats qui ont été faits sur la surréglementation que l'on a en France et qui, pour moi, est une entrave évidente à l'emploi. J'étais avec un agriculteur tout récemment et qui faisait remarquer, à juste titre d'ailleurs, que les 400 000 normes et règlements que l'on a en France découlent souvent d'une surenchère que fait l'administration française sur ce qui est envoyé de l'Europe, en fait. Donc l'Europe n'est pas le mot. La deuxième chose que je voudrais faire là, c'est une manière de constat, c'est que cette réglementation européenne que l'on critique, ailleurs, elle semble ne pas poser de problème. Alors si en France elle pose des problèmes, il faudrait quand même qu'on se pose la question de savoir pourquoi ça pose des problèmes en France et pas ailleurs. En Allemagne, en Suisse, etc. Voilà. Le troisième remarque que je voudrais faire, c'est la suivante, dont là c'est du vécu. Il se trouve que j'évolue, moi, dans un secteur d'activité, à titre de mes différentes fonctions, où le taux de chômage est de 4,5%. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ailleurs, il n'y a pas de problème d'emploi, et au contraire, c'est un problème d'emploi, c'est le taux d'emploi qui pose problème, et non pas le taux de chômage, clairement. Il manque c'est le numérique, donc il manque 10 000 gens qualifiés par an dans ce secteur-là. Et puis, toutes les questions sociales qui se posent sont abordées d'une manière totalement différente que ce que l'on est en train d'entendre parler. On parlait des travailleurs détachés, vous voyez. Moi, je recrute au travers de mes fonctions des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. Ils trouvent de l'emploi tout de suite, il n'y a pas de problème. Désolé, Monsieur Sayous, vous êtes un peu en avance. On va voir les temps de parole s'afficher, mais vous sembliez porter une position qui fait peut-être référence à certaines, qui s'oppose à certaines d'entre vous. Est-ce que certains souhaitent peut-être réagir à ce qui vient d'être dit? Cyril Henry? Oui, il y a des chiffres très intéressants qui sont sortis sur l'emploi industriel en Europe. C'est la Tribune qui a publié ça il y a quelques semaines. L'emploi industriel depuis 1995, donc un petit peu avant l'euro, mais ça prend en compte toutes les mesures européennes, il a baissé en gros de 25 à 28% dans toute l'Europe. Et il a baissé dans tous les pays. C'est-à-dire que même l'Allemagne, qu'on prétend être un champion, a vu son emploi industriel baisser de quelque chose comme entre 15 et 20%. Et pour la France, c'est un tiers. Donc c'est catastrophique.
Donc il faut réellement faire des choses au niveau de ce cadre européen qui n'est pas le bon cadre. Alors on va voir les temps s'afficher pour voir que certains ont beaucoup de retard, pas mal de retard sur d'autres candidats. On va les voir s'afficher dans quelques instants si possible. Sinon, je sais que monsieur... Voilà, on voit les temps s'afficher. Christophe Plissier du retard, Axel Brunet du retard. Est-ce que l'un des deux souhaite réagir, peut-être poursuivre Axel Brunet, allez-y. Pour moi, l'Europe, c'est une chance. L'ouverture des frontières, c'est une chance. Ouvrir les marchés pour les entreprises, c'est une chance. Également, mieux se connaître entre Européens, c'est une chance. Et pour ce qui concerne les travailleurs détachés, etc., créer un SMIC européen, ça permettrait de résoudre pas mal de choses. Et également, comment dire, l'Europe, il faut passer cette Europe monétariste dans laquelle on est aujourd'hui pour passer véritablement à une Europe sociale et qu'on avance tous en même temps et qu'on crée véritablement un même engouement pour l'Europe et j'espère qu'il est en train de revenir sur le devant de la scène. On va passer à la deuxième thématique de cette émission puisqu'on a un petit peu de temps. Les transports, c'est un sujet très large, très vaste. Les problématiques sont nombreuses sur les transports en commun, la route, aussi la pollution. Là aussi, quel message vous souhaitez porter à l'Assemblée nationale si vous y alliez le 18 juin? On va commencer, même si j'imagine que là aussi, vous n'avez pas de position formelle avec Christophe Plissier. Alors, moi, j'ai imaginé une position. Est-ce que vous êtes, par exemple, opposé à la création d'infrastructures qui empiéteraient des espaces où vivent des animaux? Je connais la réponse, mais ça peut être une piste de réflexion. Il faut respecter au niveau de l'aménagement du territoire la faune, bien sûr. Je vais parler aussi du transport des animaux, parce qu'on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément de réglementation précise sur le transport des animaux. Il y a des animaux qui sont transportés pendant plusieurs jours sans boire et sans manger. Donc en fait, le parti animaliste souhaite mettre en place une limitation de voyage de 8 heures pour les animaux terrestres et de 4 heures pour les oiseaux. Gilles Pont-le-Voix, sur les transports. Sur les transports. Sur les transports. Sur les animaux. Non, pas sur les animaux. Après, Oui, vous êtes libre aussi de réagir sur les animaux. Gilles Pont-le-Voix, sur les transports, quelle serait votre priorité à vous, par exemple? Alors, il y a un aspect des transports, c'est qu'il faut essayer de les limiter quand on peut. Donc, il y a à la fois, pour les usagers, le développement du télétravail peut diminuer le transport des usagers. De la civilité ou du social, si l'on veut, avec le covoiturage ou ce genre de choses, rapprocher des gens et limiter le nombre de véhicules en circulation, c'est aussi des bonnes idées. Ce n'est pas des lois, c'est juste des incitations que l'on pourrait émettre. Le circuit court, dans le cadre de l'agriculture ou en général pour alimenter les magasins ou les usines, c'est aussi des idées pour diminuer le nombre de camions en circulation. Une utilisation plus importante des rivières, des canaux en déshérence ou donc les circuits fluviaux non développés, c'est aussi un champ qui peut aussi amener du travail, de l'emploi à travers ces travaux. Et on peut dire qu'il y a aussi un problème du désengagement de la SNCF sur un certain nombre de lignes qui est assez pénalisant pour les populations centre-France ou campagne en général. Là aussi, il y a à la fois du confort pour les usagers et du travail pour ceux qui remettraient en état ou redévelopperaient ces voies. Cyril Henry, pour l'Alliance Royale. Alors, on est dans un cadre très formel, avec des sujets très, très habituels. Quelle est votre position, à vous, sur les transports? Alors, là, c'est une position personnelle. Je crois que là aussi, il faut remonter d'un niveau. La problématique des transports, c'est la problématique de l'aménagement du territoire, notion qui a été complètement abandonnée par l'État depuis au moins 20 ou 30 ans. Et actuellement, on assiste à on vide les provinces pour remplir l'Île-de-France. Et on construit, et on construit, et on bétonne, et on bétonne. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut complètement remettre à plat. Dès qu'on densifie, dès qu'on concentre la population, on multiplie les problèmes, et notamment les problèmes de transport. Donc je crois qu'il faut arriver à un modèle économique beaucoup plus équilibré, qui est celui qu'on voit en Italie ou en Allemagne, ou même en Espagne, où il y a une multitude de villes moyennes, de taille à peu près comparable, qui sont pas... Et tout ne se concentre pas dans la capitale. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un enjeu. Et le deuxième point qui me semble important, qui est un peu en marge par rapport au transport, mais quand même, je crois qu'on gaspille
énormément de terres agricoles de très bonne qualité, notamment dans toutes les périphéries des villes, où on devrait faire de l'activité maraîchère, etc. C'est une problématique d'ailleurs sur le territoire avec cette fameuse ligne 18 du Grand Paris Express. Exactement. Moi, je crois que là, il y a une ressource à gérer pour l'avenir, pour nos enfants, et elle n'est pas gérée. Donc on devrait savoir quelles sont les bonnes terres, quelles sont les terres moins fertiles, et en fonction de ça, on devrait organiser l'implantation des habitations et des industries. Jean-Guy Sayous, je crois savoir que vous avez plutôt une tendance écologiste. Votre point de vue sur les transports, assez rapidement, puisque vous aviez de l'avance auparavant sur... L'idée que j'ai en tête, en fait, a été évoquée d'ores et déjà. Moi, je pense que les transports, c'est un moyen. Ce à quoi il faut penser, c'est la finalité de transport. Et donc, moi, je suis pour qu'on améliore tout ce qui a trait aux besoins en déplacement, qu'on soit très très clair sur la notion de besoin en déplacement et qu'on s'organise autour de ça. Et les besoins en déplacement, quelque part, ils vont prendre une toute autre tournure dans une société qui est de plus en plus tertiarisée, avec le développement du numérique et ce genre de choses, donc des centres de télétravail. Le télétravail à la maison ou des centres de télétravail, ce sont des infrastructures qui pourraient compenser sur une vision moyen-long terme, ce qui est le sens de l'engagement politique que nous devrions tous avoir, qui devrait compenser les besoins d'infrastructures de transport. Voilà. Et pour information, puisqu'on parlait de la ligne 18, moi je m'opposais à la ligne 18 tant qu'on n'entame pas des choses de ce genre-là. Céline Julier, pour Ciel, j'ai pu voir sur votre site internet que vous étiez favorable à la préservation des terroirs et paysages. Est-ce que ça peut avoir un lien avec les transports ? Oui, alors je fais d'abord une petite parenthèse. Je suis chasseuse, monsieur, et à ce titre, je ne sais pas si les gens connaissent très bien les chasseurs. C'est pas fait exprès, hein. Non, mais les chasseurs sont des gens qui aiment les animaux et qui contribuent à la préservation de la nature réellement. Vous savez qu'une population de sangliers double en une année si on ne fait rien. Donc ça fait partie vraiment de l'écosystème et ce sont les chasseurs qui indemnisent les agriculteurs quand il y a des dégâts de grand gibier parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. C'est une parenthèse. Donc j'aime les animaux et je les connais assez bien. Quand on les aime, on les tue pas en général. Non, mais ça c'est un autre débat. Mais réellement, s'il n'y avait pas de chasseurs, vous auriez beaucoup de dégâts dans les cultures. Donc si vous voulez, c'est l'équilibre, c'est l'écosystème, hein, en fait. Ce sont les prédateurs qui sont importants pour les sangliers. C'est la chaîne alimentaire qu'il faut incriminer à ce moment-là. Je reviens sur les transports. J'ai déjà développé ça puisque je me suis présentée en tant que tête de liste au régional. Or, les transports font partie de la compétence de la région. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, l'aberration du Grand Paris Express, etc. Je viens sur un point précis sur les transports qui va beaucoup parler aux Parisiens. Je suis contre le droit de grève illimité tel qu'aujourd'hui le pratique la CGT, les transports. On a encore vu ça hier et avant-hier avec les grèves. Je trouve ça scandaleux, ça m'irrite énormément parce que pour moi, c'est antidémocratique. Ce sont les organisations syndicales aujourd'hui mettent en coupe réglée toute l'économie, ils font ce qu'ils veulent, la pluie et le beau temps, tout ça pour des revendications très personnelles, de salaire, de retraite, etc. Je suis contre ça. Je reviens sur ce qui gêne beaucoup les Français. C'est pas tellement le problème des transports. Je reviens sur combien de temps me reste-t-il ? Le temps pour vous aussi. Vous aurez encore une question ? Oui, allez-y. Il y aura la carte blanche. Alors, je garde ça pour la carte blanche, mais voilà, pour les transports, c'est les syndicats aujourd'hui que j'incrimine vraiment. Avant de vous donner la parole, Monsieur Brunet, je vais en profiter, puisque vous êtes un peu en retard sur le temps de parole, sur la chasse. On ne va pas lancer un débat, mais ça vous permet peut-être d'exposer un peu plus vos points de vue pour le parti animaliste ? Oui, sur la chasse, en fait, nous, on est déjà pour interdire la chasse de loisirs. Enfin, c'est complètement absurde de dire qu'on aime les animaux et de les tuer à des fins de plaisir, de loisirs. Donc on veut interdire aussi la chasse le mercredi et le dimanche, interdire toutes les formes de chasse les plus cruelles, la chasse à la glu, ce genre de choses, tout ce qui est piégeage, parce que quand il y a des pièges dans la forêt, c'est pas sélectif, n'importe quel animal peut se prendre dedans. Donc voilà, il y a tout un tas de mesures par rapport à la chasse pour le parti animaliste que vous pouvez retrouver sur le site internet. Et bien entendu, je pense que quand on aime les animaux, on ne peut pas dire on aime la chasse, on aime les animaux, c'est juste pas possible. Axel Brunet, ce n'est pas la thématique de la chasse, excusez-moi, ce soir c'était pour vous redonner la parole. Axel Brunet, vous êtes un petit peu en retard, on verra ensuite après. Je ne vais pas parler de transport à cheval, mais j'étais d'accord sur certaines choses, sur pourquoi se déplacer, pourquoi le télétravail aujourd'hui n'est pas mieux accepté en France, alors qu'on a toute la technologie pour travailler de chez soi et souvent d'être beaucoup plus efficace que d'aller au bureau, et en plus perdre moins de temps dans le travail, dans les transports, excusez-moi. Quand Paris se transforme en grand tapis de voitures, mais il y a aussi le facteur, la voiture, la moto, c'est un plaisir, alors que souvent les transports collectifs, ça peut être un supplice. Souvent, ça m'est pas mal arrivé. On peut arriver le soir 4 heures après d'être parti de son travail, alors qu'on n'habite qu'à 30 km. Surtout avec la température actuelle. Oui, sans clim et compagnie. Donc effectivement, là-dessus, le temps de travail peut résoudre certaines choses. Avec vous, monsieur, je n'étais pas forcément d'accord. Je pense plutôt que la concentration de population limite les rythmes pendulaires, les transports pendulaires, et permettent aux gens de moins de se déplacer. Quand j'étais parisien, pendant 10 ans, j'ai
pas eu de voiture, je me déplaçais en vélo et en métro. Donc, et la dernière chose, c'était que effectivement, sur les transports, il faut revoir les transports collectifs, les améliorer et surtout baisser les prix, que ça ne devienne pas une charge, parce que tout le monde a le droit de pouvoir se déplacer facilement. Moi, aujourd'hui, pour me déplacer avec la SNCF, c'est un budget hallucinant. Et les transports dans les zones urbaines devraient être beaucoup moins chers. Alors, on a déjà dépassé les 30 minutes d'émission. Il vous reste quand même votre carte blanche. On va voir aussi vos temps de parole s'afficher très rapidement. Je vous rappelle la carte blanche. Vous pouvez mettre en avant le thème que vous souhaitez, aussi en fonction de votre temps de parole qu'on va voir s'afficher à l'écran. Voilà, donc Christophe Plissier, évidemment, vous aurez un peu plus de temps. Sinon, c'est plutôt équitable pour les autres temps de parole. Donc, on commence avec vous, Christophe Plissier. Vous avez plus d'une minute, j'ai envie de dire, pour exposer la thématique que vous souhaitez. Très bien. La thématique, ça va être, je vais expliquer un petit peu les différentes mesures du Parti animaliste. Donc, vraiment, il y a la création d'un ministère de la protection animale pour renforcer tout l'arsenal législatif pour protéger les animaux, augmenter les peines encourues lorsqu'il y a des sévices et de la cruauté envers les animaux, enseigner le respect des animaux à l'école, réintroduire ça dans le programme scolaire des enfants, faciliter l'admission des animaux de compagnie dans les maisons de retraite et les foyers d'hébergement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Abolir la corrida, bien sûr. Interdire la production, le commerce et l'importation de la fourrure. Mettre fin aux pratiques de chasse les plus cruelles, donc désolé. Interdire également la pratique du gavage. Demander à ce qu'il y ait un repas végétal alternatif dans les cantines, dans toute la restauration collective de manière générale. Voilà, donc toutes ces mesures-là en faveur des animaux qu'on peut retrouver sur le Parti animaliste. Ce que je veux dire aussi, c'est que le Parti animaliste, il n'est ni de droite ni de gauche, il est indépendant, et c'est un vote de détermination utile pour montrer que la question animale n'est pas un sujet secondaire. Donc c'est important de voter massivement pour le Parti animaliste pour montrer qu'il y a un électorat qui est sensible à ce sujet-là. Voilà. Jean-Guy Sayus, votre carte blanche à vous, vous avez beaucoup moins de temps de parole que Christophe Plissier, mais vous avez le temps peut-être d'exposer un point de vue, une thématique, allez-y. Voilà, donc la thématique centrale sur laquelle je m'engage, en fait, c'est une démocratie citoyenne. Alors une démocratie citoyenne, c'est quoi? Eh bien, c'est en premier lieu, comme en Suisse, en dernier recours, c'est les citoyens qui décident, et non pas je ne sais trop quelle tentative d'assemblage partisan. Donc les citoyens sont en mesure de capter les enjeux sur la plupart des débats. Forme un référendum? Oui, initiative populaire, référendum d'initiative populaire, votation, etc. Oui, mais ce n'est pas le référendum à la française, là. Le référendum à la Suisse, ça n'a rien à voir. Et je suis contre le référendum à la française, justement, soyons clairs. Ensuite, la deuxième chose, c'est faire en sorte que nos instances délibérantes aillent vers des fonctionnements basés sur le compromis du plus grand nombre. Donc là-dessus, il y a des tas de mesures derrière ça pour arriver à cette chose-là. Et la troisième chose, c'est que les citoyens décident, lorsqu'on les appelle sur un scrutin, qu'ils expriment ce qu'ils pensent et non pas qu'ils soient invités à éliminer. Voilà. Et Céline Julier, vous avez aussi votre carte blanche à épuiser, aussi moins de temps de parole. D'accord, très rapidement. Alors le premier point pour moi, c'est l'école. Je pense qu'il faut réenrichir les programmes à l'école pour pouvoir proposer quelque chose qui parle aux enfants, qui d'abord les nourrissent parce qu'ils ont envie de savoir des choses, et puis qui ensuite construisent en eux l'amour du pays, l'envie et aussi l'effort. Parce que quand vous mettez un certain niveau à atteindre, c'est le sens de l'effort qui est entraîné comme un muscle. Et je pense que c'est la génération de demain dont il est question. Et il est important de créer des citoyens demain qui aient envie, non pas d'être finalement subventionnés, de recevoir des allocations, d'être à la charge de la société, mais il faut reconstruire quelque chose de finalement plus sain moralement, le sens de l'effort pour nos enfants, le goût d'apprendre, le goût de réussir, le goût de se prendre en main et de ne pas être... Le deuxième point, c'est sur la justice, et ça, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à un rétrécissement de la possibilité de l'expression. Alors, c'est drôle, parce que l'expression, la possibilité de s'exprimer librement. Effectivement, c'est drôle. Vous êtes aujourd'hui plus condamné pénalement pour des propos que vous avez tenus que pour avoir, par exemple, détroussé une petite vieille et l'avoir laissée pour morte. Donc ça, c'est très important. Et il y a une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias, il y a de plus en plus de lettres d'excuses de gens qui se sont exprimés librement et qu'on oblige à ensuite faire un mea culpa en publiant une lettre en disant
Je n'ai pas voulu dire ça. Et ça me Si gêne on vous laisse terriblement. trop parler, on risque aussi d'avoir des lettres qui vont arriver dans la boîte aux lettres de la rédaction. Axel Brunet, vous avez un peu plus de temps pour conclure votre carte blanche. Le débat citoyen, ça m'intéresse beaucoup. C'est un sujet qui est vraiment très intéressant. J'ai un électeur. Développer. Non, ce sont des choses effectivement que nous défendons également au sein du mouvement des progressistes. Et à ma droite, effectivement, l'éducation, là forcément, l'éducation, c'est quelque chose de très important quand on voit qu'aujourd'hui, avec Internet, on a libéré une parole qui dit tout et n'importe quoi, ou une information très importante doit tenir dans un tweet ou un texte tellement petit qu'il ne veut rien dire, que c'est une caricature. Et aujourd'hui, on oublie ce que c'est que l'éducation, qui est de développer l'esprit critique, de s'informer, de lire des livres et de pouvoir se faire sa propre idée sur le monde qui nous entoure. Et tant qu'on restera dans cette société du bashing et du court-termisme et de l'émotionnel, eh ben, on ne prendra pas le recul pour construire une vie meilleure pour tout le monde et sur le long terme. Donc c'est vraiment très important, effectivement, l'éducation, qu'elle soit au centre des préoccupations de nos enfants, mais également, après le bac, de continuer de se former toute sa vie et de toujours être attiré vers l'éducation, parce que sans ça, on devient, il faut bien comprendre qu'on devient esclave de la parole unique. Vous avez parfaitement récupéré votre retard. Cyril Henry, votre tour, vous avez un peu moins de temps. Alors, carte blanche, évidemment, sur la question des institutions, c'est une question clé. Nous avons vécu pendant les 9 derniers mois les primaires, puis les élections présidentielles. Les primaires ont divisé les camps, les élections présidentielles ont divisé le pays. Nous avons un problème, le chef de l'État ne représente pas les Français et il n'est pas un arbitre, parce que comme il est tiré d'un parti, il ne peut pas jouer ce rôle d'arbitre, il a des comptes à rendre à ceux qui lui ont donné le pouvoir. Donc nous avons un vrai problème d'institution qu'il faut traiter. Nous avons aussi un problème avec le système des partis qui confisque l'ensemble du système. Il faut donc vraiment corriger ça. Ça veut dire quoi? C'est parce que vous êtes royaliste, c'est ça? Oui, je suis royaliste, mais je vous expliquerai après. Je veux simplement Oui, ajouter que que je n'ai pas de bulletin de vote dans les bureaux de vote et qu'il faut aller le télécharger sur le site de l'Alliance Royale sur Internet. Il nous reste très peu de temps. On va être après coupé à l'antenne. On termine avec vous, Gilles Pont-Levoix, et puis rapide conclusion. Je serai bref. Moi, je suis plutôt sur l'après-élection déjà, mais en amenant un argument pour les électeurs pour qu'ils votent, puisque les voix qu'ils vont porter sur les différents candidats vont avoir un effet sur ce qui va se passer cet été. Les partis ont explosé, ça se décompose, ça va donc se recomposer, et je pense que les voix qui auront été obtenues pendant ces législatives vont jouer sur la façon dont cela va se passer. Donc, merci. Je suis sur le futur. Merci à vous six pour votre venue en plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour ce débat sur la deuxième circonscription des Yvelines. La semaine prochaine, les débats se poursuivront sur notre antenne, et notamment pour la troisième circonscription, la 10e, la 11e et la 12e. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et merci à tous et à toutes. Merci.